J'avais personne pour me payer mes recherches, etc. Donc il fallait bouffer. Et puis c'est compliqué. Tu fais des trucs, tu vois que ça marche pas. Donc T'as rien décroché à l'époque? 0 rôle ou si, j'ai décroché des petites conneries, j'ai fait de la pub, j'ai fait des trucs, mais c'est long, c'est du temps, etc. Et moi je suis pressé. Le temps qui m'est imparti sur cette terre, il est tellement limité, donc je brûle les étapes. Et quand tu me dis pourquoi tu fais ça, parce que je veux faire un maximum de choses et je veux avancer. J'ai besoin de ça me nourrit en tout cas. Quand je me suis vraiment lancé dans cette carrière artistique, ça fonctionnait pour moi, j'avais pas de soucis. J'étais SDF, sans difficulté financière, si on peut dire ça ainsi. Mais je me faisais chier, quoi, j'étais pas heureux. T'es encore un entrepreneur, toi? Mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel artiste, s'il veut fonctionner, il faut qu'il soit entrepreneur. Ça n'existe pas un artiste qui n'est pas entrepreneur. Koun, c'est un entrepreneur, mais aujourd'hui, si tu ne sais pas te vendre, comment les gens peuvent te voir, comment tu peux réaliser des projets? Donc ceux qui te disent qu'ils sont artistes et pas entrepreneurs, c'est pas vrai. C'est juste une manière de se vendre. Évidemment. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Alors on est parti entre des gorilles, une panthère, un crâne, un skull là-bas, crâne d'origine Inca. Voilà, un pneu de Formule 1, j'ai l'impression. Exactement, un pneu Pirelli d'une F1 effectivement, et le casque de Lewis Hamilton. D'accord. Il est par terre, je sais pas, Pas mal. Il faut par terre d'ailleurs, mais bon. 44. Et oui, 44 c'est son numéro fétiche. Tout ce qu'il a c'est 44. Et des valises et des tas de choses. Tu veux m'expliquer un peu tout ça? Si tu veux, hein, c'est pas obligé. Hein, je veux pas tout. Il y a de la carbonite même derrière. Il y a de tout. Il est très bien celui-là, hein, je l'aime bien. C'est vrai. Ouais. Écoute, il suffit de faire un virement et je te donne mon IBAN, mon RIB et tu pars avec. Il est avec moi, d'accord. Ouais. Bon, on en reparle après alors. Il n'y a pas de problème. Je vois la fibre business dont pas on du parle. tout, c'était justement pour meubler. Pour meubler, oui, je sais pas quoi dire. Donc. Richard, je suis... je sais pas si je suis stressé parce que tu m'as finalement pas mal mis à l'aise avant qu'on commence. Tant mieux. Mais j'étais un peu stressé en venant parce que quand on lit autour de toi, à la fois, et quand on lit d'ailleurs ce que tu as écrit, à la fois j'ai senti pas mal d'autodérision, et à la fois il y a une mise en scène où alors tu vois, on parle, il y a beaucoup de papiers qui parlent d'ego, qui parlent de tas de choses, et du coup je me suis dit, qui est-ce que je vais rencontrer? Tu vois, il y a un papier d'Inter que tu vois probablement qui est art comme star, quelle est la recette de Richard Orlinski, cet artiste contemporain qui remplit l'Olympia, et puis on te compare 10% David Lynch, 30% Jeff Koons, etc. Il y a 10% Salvatore Dali, un brin mégalo pour l'interrogation. Et donc du coup tu lis tout ça et tu te dis bon attends, et en fait quand j'ai lu ton bouquin je me suis dit je crois qu'en fait il a pris un peu de recul par rapport à tout ça, mais oui, enfin ça c'est un article parmi tant d'autres, hein. Ouais. T'as choisi justement, je crois exprès, un des seuls articles qui décortique comme ça, etc. Mais qui est drôle d'ailleurs finalement. Il est drôle. Il est assez drôle, j'ai trouvé drôle. Effectivement, mais il y a eu beaucoup d'articles un petit peu différents. Alors des articles et bon, généralement, franchement, la presse est assez bienveillante en réalité quand elle est pas artistique. Elle est extrêmement bienveillante puisque je revendique être un artiste populaire dans le bon sens du terme, et donc j'ai une base de gens qui me suivent ou de fans qui sont c'est très populaire, très très proche en fait de ma communauté, des gens qui me suivent. Donc du coup, c'est quand même assez bienveillant, et donc puisque je touche ce public et donc une presse donc populaire, voilà. Après, quand j'ai les articles les plus virulents, c'est quand c'est des articles du petit milieu, du monde de l'art, etc., qui sont beaucoup plus véhéments, on va dire, dans leur démarche. Mais c'est tellement rare et c'est tellement confidentiel. Il y a tellement de peu de gens qui les lisent aussi que bon, voilà, moi je préfère faire 6 pages dans Paris Match que je sais pas, que même avoir la couverture de Beaux-Arts, quoi. Enfin, pour être tout à fait clair, voilà. Alors on va venir sur ces points. Mais j'ai pas dit avec qui j'étais, donc si vous avez enchaîné cet épisode direct comme ça, je vais. C'est pas grave. Moi, je suis avec faut que ça reste un certain Richard, comme vous l'avez compris. Voilà, faut que ça reste un mystère jusqu'à la fin, comme ça vous êtes obligé de suivre. Vous décrochez pas comme ça. Si vous êtes du petit milieu parisien de l'art, faites attention. Ça va clasher. Richard O, alors on va dire. O, exactement. Voilà. Comme les mystères d'O, ouais. Voilà, comme Cédric O. Richard O, je te propose de te présenter si tu veux bien.
Alors me présenter, c'est très compliqué. Moi, tu sais, C'est pour ça. je suis un petit jeune qui démarre. J'aimerais bien réussir ma vie. C'est un peu comme dans la chanson de Balavoine. Non, ben moi, je suis juste, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire que j'ai une petite sensibilité artistique et ce qui me permet de faire un peu tout et n'importe quoi, de toucher un petit peu à tout. Je suis comme un enfant qui touche à tout. On va dire que souvent on me parle de moi comme un artiste protéiforme. C'est parce que c'est vrai que j'explore toutes les. Voilà, mais en vérité, je suis un être humain, quoi. Je veux dire, quand t'es un enfant, t'as envie d'explorer un petit peu tout ce qui existe, tous les sens, toutes les formes, etc. Donc, j'ai même pas envie de dire toutes les formes d'art en tant qu'artiste, mais toutes les formes de tout ce qui régit notre vie en réalité. Et après, c'est vrai que quand on est enfant, on est assez pur et on a envie de découvrir toutes ces choses-là. Après, quand on rentre dans le monde adulte, c'est un petit peu différent. Et voilà, moi, je suis juste un enfant qui a pas grandi, qui continue à vouloir explorer et tester plein d'univers et plein de choses. Voilà, c'est un peu ce qui me caractérise. Après, je sais pas si j'ai un talent ou pas, peu importe, ça c'est pas à moi de le dire. Après, j'ai certainement une sensibilité artistique, comme tout le monde. J'imagine que tout le monde a une sensibilité artistique. Après, soit l'exacerber, soit la développer, soit elle ne l'est pas. Mais voilà, et j'ai juste peut-être, je suis pas quelqu'un de pointu, niche. Je suis quelqu'un qui va être plutôt assez mainstream, assez commun finalement, assez banal et assez ordinaire. Et c'est ce qui va faire ma force parce que finalement, dans ce que je vais créer ou dans ce que je vais développer, c'est que je vais un petit peu avoir le regard ou le goût ou l'envie de Monsieur Tout le Monde ou de Madame Tout le Monde. Et donc c'est ça, je pense, qui fait ma force aujourd'hui. Donc alors c'est marrant que la banalité fasse ma force, mais c'est plutôt ça, puisque moi je vais aimer les musiques populaires, je vais aimer voilà, je vais aimer en fait ce qui va me plaire ou ce que je vais générer ou ce que je vais créer va plaire au plus grand nombre, parce que moi j'aime ce qui plaît au plus grand nombre. Alors je fais pas exprès, c'est comme ça que je suis formaté, c'est comme ça que je suis créé. Donc je suis pas quelqu'un d'atypique, de très avec je suis encore quelqu'un de très spécifique, avec de pointu dans un domaine. Non, pas du tout. Je suis au contraire, et c'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime, c'est ce côté très très accessible, émotion immédiate, lisibilité. Enfin voilà, quelqu'un comme voilà, comme tout le monde. Voilà, tout simplement, simple. Bon, je pense que vous le sentez bien. On va se balader bien aujourd'hui avec Richard O. Hein. Ah, je ne sais pas. Ça, c'est toi qui le dis. Non, assume tes propos. J'assumerai mes propos complètement. Ok. Mais alors, du coup, tu es un enfant, mais j'ai l'impression que tu es quand même passé par l'âge adulte à un moment de ta vie, non? Oui, peut-être, mais très tôt à ce moment-là. Moi, j'ai pris conscience de, est-ce qu'on peut appeler ça de ma maturité, où j'ai pris conscience effectivement de ce qu'on était, ou de la condition de l'être humain très tôt, puisque moi d'abord j'avais des peurs très tôt. À 4 ans, j'avais déjà peur de la mort, donc c'est comme très 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 particulier pour un enfant de déjà penser à ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que j'ai Tu t'en souviens? Oui, bah je faisais des crises. Moi, j'étais très violent. J'ai eu des choses très violentes. Ma mère, c'est-à-dire parce que ma mère essayait de me calmer, canaliser ces énergies qui étaient très compliquées à canaliser. Alors, je sais pas d'où elles viennent. Hein, ça vient de l'enfance. Après, j'ai pas l'explication. Mais c'est vrai que j'ai eu ces peurs ou cette conscience de la finalité, de notre finalité, très très tôt, très très rapidement. Et ma mère me disait oui, il faudrait que plus tard tu seras quelqu'un qui va laisser quelque chose dans l'histoire parce que tu as besoin de donner ton empreinte dans l'histoire parce que il y a un truc comme ça. C'est drôle qu'elle me dise ça parce que à la base j'avais aucune intention. J'avais des velléités pour être artiste, mais je ne savais pas du tout qu'on allait en arriver là. Et c'est vrai que donc du coup ça m'a fait grandir très vite. J'ai eu une enfance, bon, pas spécialement particulièrement sympa si, parce que j'ai fait des trucs sympas, on va dire, avec ma famille, mon père qui était violent, le divorce. T'étais où à Paris, toi? J'étais à Paris, ouais. Je suis un vrai Parisien pur Père jus. violent avec toi? Ouais, violent avec moi, avec ma mère. Donc c'était assez. Alors, on en fait tout un patch dans les articles, souvent dans la presse, c'est bien, les gens aiment bien reprendre ça, alors que quand on le voit dans mon livre aussi. Si t'avais lu mon livre, tu l'aurais vu, mais vu que je comprends que t'as pas lu mon livre maintenant, si, tu viens d'avouer. Ardisson, quand il m'a interrogé, quand je suis là pour faire, je suis pas là pour spoiler, c'est pas mon rôle, tu vois, donc je rebondis sur tes remarques. Je suis attention, j'avais pas trop la. Non, sans blague à part, oui, effectivement, c'est des choses qui ont été beaucoup reprises dans la presse, mais en réalité, c'est quand tu lis mon bouquin, c'est deux phrases. Qu'est-ce qu'elle veut l'autre? Parce que non, là en direct on m'apporte à manger, faut que vous le sachiez quand même. C'est Chana qui nous a aidé à organiser tout ça. Voilà, et comme j'ai pas eu le temps de manger parce que je suis un petit peu en fait un petit peu martyrisé par toi, donc j'avance. Voilà. Et par Chana aussi. Non, surtout par toi. Ouais.
Oh, c'est que le début. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc on m'apporte le déj. Ouais. Donc non, ça a été, mais en réalité, c'est qu'une partie. Puis ce que j'ai aujourd'hui, avec le recul, c'est qu'effectivement, j'ai dû me construire certainement très jeune, très tôt, et donc j'ai pris conscience de la vie, quoi, de ce que la vie était compliquée. J'ai peut-être pas eu ce côté vraiment enfant. Comme tous les enfants finalement. Donc peut-être qu'aujourd'hui je suis encore effectivement un enfant, mais je suis passé effectivement par l'âge adulte assez tôt. C'est pas faux ce que tu dis. Tu la qualifierais comment cette enfance? En fait, c'était à Neuilly, j'ai lu, ou c'était... Oui, j'étais au début dans le 17e, après j'étais effectivement au lycée Pasteur à Neuilly. Oui. Donc ça peut être considéré finalement quelque part, dans une certaine partie vu de l'extérieur, quand tu sais pas ce qui se passait chez toi, comme potentiellement un peu privilégié, alors que finalement c'était un peu compliqué d'après ce que je... Oui, non, parce qu'on était c'est un hasard en réalité, c'est qu'on s'est débrouillé effectivement. À l'époque, il y avait bon, les gens ne connaissent plus trop ça, mais il y avait les loyers qui sont régis sous la loi de 1948. Oui, bien sûr. Et il y avait des échanges qui se faisaient. Et donc, mes parents, nous, on habitait à la base dans le Marais, enfin, qui était pas du tout un quartier coté du tout de Paris. Et ils avaient fait un échange avec un musicien, d'ailleurs, que je me rappelle son nom, il s'appelait Monsieur Barcellini, qui était un compositeur qui était assez connu et qui avait un appartement beaucoup trop grand pour lui et qui, lui, voulait échanger de trucs. On avait fait un échange, en fait, entre les deux appartements. Il y avait une bourse d'échange pour le loyer de 48. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec un grand... Un peu au noir, du coup, j'imagine, parce que... Non, je pense pas. Non, ça existait. Il y avait vraiment cette... Les loyers 48, ça veut dire qu'on ne pouvait pas louer au-delà d'un certain prix qui était complètement... figé. Ouais, figé. Qui était figé, mais il y avait beaucoup à l'époque je sais pas, c'était une loi qui avait été faite, je sais plus par qui exactement, mais enfin, en tout cas, qui avait été... Et donc, il y avait beaucoup d'appartements qui étaient régis par cette loi et qui permet d'avoir des loyers très, très modérés et avoir des appartements assez sympas. Bon, ça a été aujourd'hui, il y en a encore, hein, des loyers 48, mais c'est plus du tout la même manière. Et il y avait des bourses d'échange et donc, du coup, on avait atterri, si tu veux, dans cet appartement, dans un endroit effectivement huppé de Paris, mais un hasard complet puisque en fait on avait trouvé dans cette bourse d'échange, enfin mes parents avaient trouvé dans cette bourse d'échange un compositeur de musique qui avait un appartement 10 fois trop grand pour lui, ils étaient que deux, retraités, les enfants étaient partis, etc. Donc ils n'avaient pas matière à, et puis malgré tout il y avait quand même ça avait un prix, et donc le prix était pour eux n'avait pas d'intérêt, donc ils ont fait l'échange avec le petit appartement qu'on avait nous, les petites 2 pièces qu'on avait, on s'est retrouvé avec un appartement de 150 mètres carrés qu'on payait pas cher, mais voilà, donc du coup j'étais effectivement dans un appartement plutôt bien, mais avec pas beaucoup de moyens, avec rien, quoi, parce que finalement parfois il arrivait même qu'on n'avait pas de quoi dîner, de quoi manger. Bon, ça c'était plutôt le rapport entre mon père et bon, c'était compliqué, puis moi j'étais avec des gens effectivement qui étaient très riches. Donc j'étais dans il y avait une espèce de décalage, et j'ai dû trouver mes marques dans ce décalage. Donc, un petit peu, même à l'époque, honte de ma condition, alors que d'autres l'assumaient, parce que j'avais des copains qui étaient fils de femmes de ménage, qui n'en avaient rien à foutre, qui assumaient, qui étaient très détente par rapport à ça. Moi, j'avais plus de complexe par rapport à ça, mais j'ai découvert un monde qui était assez et puis après je me suis fondu dans tout ça, et puis voilà, puis j'en ai trouvé... C'est ce que j'allais te poser comme question, pardon, mais comment tu le vis de l'intérieur, quoi? De la honte, toi? C'était plus par rapport, tu sais, aux filles, quand t'avais pas le dernier truc à la mode, c'est des trucs à la con, tu sais, quand t'es gosse, quand t'as pas le dernier blouson, les dernières pompes, le dernier machin qui va bien, truc, ou alors... Autant le dîner, on s'en fout, mais la doudoune Chevignon, fait chier, quoi. Ouais, voilà, alors c'était Scott, ou ces marques-là à l'époque, tu vois. Ouais, je vois bien. Ou les Alden, les Weston, enfin bon, c'était le truc, moi j'avais ça, mais les imitations, qui coûtaient 10% du prix, ou 5% du prix, des mais trucs. Ça se voyait que c'était des imitations. Oui et non, parce que c'était très bien fait quand même. Faut se rappeler, parce que donc moi j'avais peur de me faire griller. Donc, oui, bien sûr. T'avais peur de te faire griller, donc j'avais peur de me faire griller, mais tu faisais pas tellement griller parce que c'était comme super bien. À l'époque, il y avait une société, un magasin qui s'appelait le Surplus de Neuilly, qui a été très connu pendant des années, qui vendait d'ailleurs Scott et tout, et qui vendait donc des trucs vrais et des trucs un peu imitation. Mais franchement, c'était vraiment vraiment bien fait, quoi. Donc du coup, mais j'avais toujours peur de me faire griller sur des histoires, mais pour à la con, parce que tu peux assumer complètement ces choses-là. Bon, voilà. Et puis après, je demande, j'ai beaucoup de déconvenus parce que je voulais que mon père m'achète des trucs, il me les achetait pas. Bon, c'était assez compliqué. Il y a eu des moments compliqués, mais bon, voilà, j'en suis sorti. Et puis j'ai quand même eu cette adolescence. J'ai vécu des moments un peu particuliers et assez privilégiés. Pas à cause de l'argent mais parce que ces enfants-là étaient sans limite. Tout était permis, etc. Donc on a vécu des trucs que peu de gens ont vécu avec Ces enfants-là, tu parles de tes potes ou qui étaient un peu privilégiés, mais bon, il y avait des limites dans rien, tout était possible. Donc du coup, j'ai vécu des trucs que d'autres n'ont pas vécu. Donc on était en vie à 100 à l'heure, quoi. C'était, en plus, ils avaient besoin un peu de s'encanailler parce que c'était
la jeunesse dorée, on va dire, qui avait besoin de sensations fortes. Donc il y avait beaucoup de choses un petit peu particulières que d'autres enfants n'ont pas vécues, que mes enfants ne vivent pas, etc. Alors moi, je me suis arrêté au moment après où ça commençait à taquiner la drogue et compagnie, mais en tout cas avant cette période où j'ai décroché parce que j'étais pas du tout attiré par ça. Il y a Comment eu tu l'expliques? que je sois pas attiré par la drogue. Non, par ça, par peut-être s'encanailler trop loin, ou parce que tu peux te dire. Bah, c'est excitant, de toute façon, de voir des trucs dans des films. Hein. Ce que tu vois à la télé, tu le vis, tu fais des trucs interdits, mais derrière, ils avaient une espèce de, quand même, de sécurité parce que, j'en sais rien, tu fais les plus graves conneries, bah, ton père, c'est un tel, il appelle qui que ce soit, et puis le truc, il est réglé. C'était vraiment comme ça à l'époque. Moins maintenant, mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup de passe-droit. On parle des années 70, 80. Donc, beaucoup de passe-droit. Donc, c'était quand même très, et quand t'étais fils d'eux, il y avait beaucoup de fils d'eux. Moi, j'étais avec des fils d'eux de gens célèbres aujourd'hui encore, qui sont ou des fortunes ou des gens célèbres, etc. Donc tous les fils d'eux, etc. Il pouvait arriver n'importe quoi, tout pouvait s'arranger. Voilà, c'était quand même un monde un peu facile, un monde de bisounours. Ça a quand même beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais il y avait, et puis on avait une insouciance, et il y avait moins d'agressions dans la rue, il y avait pas tous ces trucs-là. Alors il y avait, mais on était tellement nombreux nous qu'il y avait des bandes de gens qui étaient dans des banlieues, etc. Mais nous aussi, on était en moto comme eux, mais on était tellement nombreux que finalement il y avait un respect parce que la mode c'était de dépouiller d'aller à la sortie des lycées, dépouiller les jeunes friqués voilà, c'est vraiment ça. Ils faisaient dépouiller le parfum. Tu parles des trucs, je sais pas si ça existe encore, mais de faire piquer ton blouson, faire piquer ton Walkman, c'était monnaie courante, quoi. C'était quelque chose qui arrivait tous les jours. Les gens allaient dans les endroits où il y avait des lycées de gens un peu aisés, et ils piquaient tous les fringues, quoi. Les gens se retrouvaient à poil, quoi. Mais c'était pas une image, c'était très très fréquent. Et dommage pour eux, quand ils te dépouillaient toi, ils récupéraient des fausses Weston, quoi. Voilà, mais moi, me dépouillais pas parce que je traînais déjà avec on avait nos propres bandes de ça, mais qui étaient un peu, on fréquentait ces voyous-là parce qu'ils avaient une respectée. Quand on sortait, on était 40 ou 50 à sortir. Ouais. Bah, même s'ils étaient 10 en moto, t'es comme 40 personnes, tu vas pas chercher des histoires. Non, mais en plus, bon, on était avec des gens qui étaient un peu vaillants, on va dire. Donc, on n'a pas eu ce problème. Il y avait du respect, en fait. Il y avait des respects. Mais il y avait des bandes. C'est vrai, il y avait des sortes de bandes comme ça. Ta condition à ce moment-là, t'en as tiré quoi? Je voudrais un peu décrire 2-3 choses après que j'ai pu percevoir peut-être de ta vie, mais t'as voulu prendre une revanche? T'as voulu t'en inspirer en bien? Est-ce que tu parce que plus tard, assez vite, en fait, on voit que et c'est là où je te dis que je trouve que de temps en temps, dans ton livre, au début, on voit cette forme de dérision quand on te compare à Tom Cruise ou des choses comme ça, en disant voilà, parce que je roulais dans une belle voiture ou dans un machin, etc. Mais on sent qu'assez vite, tu as quand même eu ce besoin de belles voitures, belles conditions, belles choses. Ah non, mais ça, c'était juste parce que le manque. C'est comme le manque de bouffe. Tu sais, moi, alors, c'est pas parce qu'il n'y avait pas l'argent, c'est que des fois, mon père, il nous laissait pendant 3 jours. Mon père nous laissait pendant 3 jours, machin, qu'il y avait pas de quoi bouffer. Donc, des fois, il y a des expériences qui étaient assez mauvaises parce que, donc, c'était une affaire de violence. Je lui ai planqué un jour son poste de radio. Je lui ai dit, je l'ai planqué. Ben, il est mon plug. C'était pour pouvoir acheter à manger. C'était pas vrai, j'avais caché. Et donc, après, je me suis reçu une bonne mais bon, tout ça pour dire que c'était plus par rapport au manque, et j'avais voulu faire le contraire juste tout simplement faire le contraire de ce que j'ai reçu finalement. Donc, d'avoir de quoi bouffer, de quoi s'acheter des affaires, de quoi, voilà. Et cette envie de voir, moi, en réalité, de voir les autres réussir, ça m'a donné envie. C'est un peu à l'américaine. En France, on n'aime pas trop la réussite. Moi, aujourd'hui, la réussite m'a beaucoup motivé. Et puis, ce que m'a fait mon père, ou même ce que j'ai pas reçu, ou ce que j'ai reçu, peu importe, c'est comment on l'interprète, ça m'a motivé. Donc aujourd'hui, je lui dis merci, moi, mon père, parce qu'aujourd'hui, il aurait pas été comme ça. Je pense pas que j'aurais eu la haine et la rage de réussir, d'arriver, donc voilà. Donc, dans chaque truc négatif, c'est ce que j'explique d'ailleurs quand je fais des masterclass et quand je donne des conférences, c'est qu'aujourd'hui, dans chaque échec, il y a des choses positives qui en ressortent. Et moi, notamment, il y a beaucoup de gens qui auraient dit, avec ton père comme ça, tu te rends compte, l'enfance, mais moi, mon père, en réalité, il aurait pas été comme ça. Je pense sincèrement, sans aucune, non, vraiment, sincèrement, je pense que j'aurais pas été comme ça. J'aurais pas eu ce besoin de réussir, de m'en sortir. Tu sais, quand t'es tout petit et que tu sais que dans ta vie, tu comptes que sur toi-même, c'est un vrai choc. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ils comptent sur moi. J'en suis conscient, trop. Même s'ils sont. Et tu travailles pas justement pour eux à essayer de faire en sorte qu'ils comptent moins sur toi? Non, mais moi, je suis content qu'ils comptent sur moi parce que je leur donne ce qu'il faut. Après, ils ont un espèce de confort, une sécurité émotionnelle, affective, etc., que je n'ai pas eu.
Donc ils sont 10 fois plus équilibrés que moi. Donc ils comptent sur moi, oui et non. Ben, tant mieux si je suis là pour les aider. Mais ils le font de manière intelligente. On a grandi ensemble, on grandit ensemble. Aujourd'hui on est une équipe. Mes enfants et moi, c'est une véritable équipe. Donc on est fusionnels, c'est des potes aujourd'hui. C'est pas mes enfants, c'est des potes. Tu vois, sur ce podcast, j'ai eu un échange avec Pierre-Édouard Stérin, qui a fondé Smartbox notamment, qui est un des plus gros investisseurs privés français, et qui me dit, moi, en 2025, je crois, si je dis pas de conneries, bon, je passe à autre chose et puis j'arrête. Et puis, de toute façon, je vais travailler à léguer toute ma fortune. Je dis, mais tu vas rien laisser à tes enfants. Et il me dit, non, ce serait vraiment pas du tout leur rendre service. Je lui dis, mais je sais pas, même un appartement ou un truc. Il me dit, non, rien du tout, quoi. Oui, mais ça, pour moi, c'est des conneries, quoi. D'abord, c'est des conneries. Est-ce qu'il va le faire ou pas, ça c'est encore un autre, parce que parler, dire des choses, annoncer des choses, faire des effets d'annonce, c'est intéressant. Après la réalité, souvent tout autre. Alors après, est-ce qu'on a envie de l'image? Je peux lui faire assez confiance à Pierre-Édouard. Mais franchement, je trouve ça, pour moi, c'est pas très intelligent. T'as travaillé, tu t'es tapé un peu. Moi, je me travaille pour mes gosses, je le fais aussi pour mes enfants, pour pas que j'ai qu'ils aient une autre enfance. Après, c'est une question de cadre, c'est comme dans tout. C'est comment tu amènes. Moi, on peut dire que j'en ai certains, le premier notamment, je l'ai pourri gâté. Aujourd'hui, ils me demandent rien et c'est moi qui les force à acheter des trucs. C'est pour te dire, c'est pas des enfants qui vont me dire, ah ben, je veux le dernier truc. Ils en ont rien à foutre. Ça les intéresse pas. Et donc, j'ai quel âge tes enfants? Le plus petit a 15 ans, le plus grand a 24. Donc, ils ont aujourd'hui un recul, une éducation. Moi, je les ai éduqués dans le respect des autres, tout le monde le dit dans notre milieu, dans les gens que je fréquente, ils ont des valeurs. Et donc je pense que quand tu es éduqué avec des valeurs et que tu veux réussir, etc., tu as le respect, tu sais ce que coûte. Moi, mon fils, quand je vais lui acheter le dernier, on va acheter des baskets, je dis pourquoi tu prends pas la deuxième paire? Mais il me dit rien, il me dit non, elle me plaît pas, machin, etc. Et il dit à mon assistante, non, mais je vais pas faire dépenser ça, papa, tu vois. Donc quand t'as un enfant avec des réactions comme ça, tu te dis t'as réussi ton truc, donc tu sais que quoi qu'il arrive, ce que tu vas faire, voilà. Et puis donc je pense que ça c'est vraiment une question d'éducation. Et donc tu rends service, bien sûr que tu rends service. Moi, j'avais pu avoir accès à des choses plus facilement, faut le faire. Faut juste moi dans la vie, j'ai appris des choses avec des personnalités importantes de ce pays. J'ai appris des choses, c'est qu'il faut être crédible dans tout ce que tu fais. À partir du moment où tu es crédible, t'as pas de souci. Si tu t'es fier de ton projet, tu sais où tu vas, je pense qu'il y a pas de problème. Donc ça, non, c'est un faux problème. Je pense qu'il y a pas de problème avec les enfants, non, au contraire. Bon, alors Richard O, tu es sculpteur, artiste, auteur. Voilà, ça c'est le début de mon spectacle. Pourquoi j'ai cassé les codes? Tu es acteur. J'ai pas cassé les couilles, les codes. Les codes. Acteur, one man show, un tête de con que tu as préparé avec Laurent Baffy, et donc tu as ouvert à l'Olympia. J'ai fermé à l'Olympia. J'ai fait une tournée en province, que j'ai fini le spectacle à l'Olympia. D'accord, je croyais que c'était le premier, d'accord. Non, j'ai fait une tournée dans toutes les petites salles de province qui était très intéressante, où j'étais à la rencontre de mon public, et c'était un moment d'émotion touchant, et qui m'a porté. J'ai donné, mais j'ai reçu énormément, et j'ai beaucoup retiré. J'ai une super expérience de cette tournée en province, qui a été vraiment dans les petits hôtels, dans les petites salles et tout. J'ai trouvé ça vraiment c'était un vrai truc pour moi, une vraie expérience. Alors, selon cet article, tu es notamment un mélange de David Lynch, de Jeff Koons, d'Andy Warhol et de Salvador Dali. Super. Pas mal quand même. Alors, ouais. David Lynch parce que touche à tout, Jeff Koons parce qu'un entrepreneur avant tout, Andy Warhol, l'ami des stars et de la communication, et Salvador Dali, un brin mégalo. J'aimerais qu'on vienne un peu dans tout ça et comment t'es arrivé, comment t'es devenu ce fameux Richard O. Mais avant, t'étais pas du tout là-dedans et jusqu'à quand même assez tardivement en fait, hein. Tu peux me... Oui, tout simple, c'est pas plus compliqué. L'explication est très simple. Moi, dès ma... Voici la deuxième partie du déjeuner. Ah ouais, c'est selon Chana. Et donc après, je vais faire des super brûlés. On va finir avec un banquet, ça va être... Ouais. Merci Chana. Et au moins c'est en live, on voit que ça vit, c'est vivant, c'est pas calculé, il y a pas de texte préécrit. On attend la pièce montée. Hein, la pièce montée arrive, les choux à la crème. Ouais. Non, effectivement, l'explication est très simple, c'est que j'ai toujours eu des envies effectivement artistiques. Je fais de la sculpture, de la peinture depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4 ans, puisque je faisais déjà à l'âge de 4 ans des petites sculptures d'éléphants, d'animaux, d'hippopotames, enfin même de genre de foot, parce que j'étais fan de foot, en terre glaise, que je faisais cuire ensuite au four, que j'offrais à mes maîtresses. J'étais très faillot à l'époque, j'avais besoin de plaire déjà très jeune.
Et puis bon, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du. Ça marchait, pardon, avec tes maîtresses du coup. Ça marchait très bien. Bah oui, j'étais l'enfant prodige. Ils allaient voir ma mère. Et je parlais avant tout le monde. J'ai parlé 6 mois avant tout le monde. J'étais un surdoué, un génie à l'époque. Ça assez vite. Non mais je voulais dire. Pareil aussi, en couille. Mais ça marchait d'être Fayot aussi, je veux dire. Ah oui, ça marchait, oui, parce que je le faisais bien. J'étais un bon Fayot, un Fayot intelligent. Pas le Fayot un peu, tu vois, genre qu'on a envie de taper et tout. Non, le Fayot, c'était, il y avait un peu de style. Puis quand t'as 4 ans, bon, c'est un peu plus touchant que quand t'as un peu plus tard. Et donc j'ai fait toutes sortes de formes d'art qui m'attiraient, de la musique aussi. Seulement le problème, c'est quand, bon, après j'ai eu un cursus scolaire traditionnel. Quand tu t'arrives et que tu veux après te lancer, faire des castings, faire des machins, tu comprends que t'as pas une thune. Moi après. C'est quoi un cursus scolaire traditionnel? Moi, je fais mon bac. Après, je voulais arrêter les études pour effectivement, je faisais des castings pour le cinéma, pour le théâtre, faire de la musique. Tu faisais des cours de théâtre aussi, des cours de théâtre, faire de la musique. Moi, je faisais tout un tas de trucs. Mais je voyais que déjà j'avais besoin de bouffer, donc c'était compliqué. J'avais personne pour me payer. J'avais personne pour me payer mes recherches, etc. À la fin, voilà. Donc il fallait bouffer. Et puis c'est compliqué. Tu fais des trucs, tu vois que ça marche pas. Donc t'as rien décroché à l'époque? Zéro rôle? Si, j'ai décroché des petites conneries. J'ai fait de la pub. J'ai fait des trucs, mais c'est long, c'est du temps, etc. Et moi, je suis pressé, j'avais besoin de gagner de l'argent parce que j'avais comme une vraie envie de réussir, de m'en sortir. Et je me suis dit, c'est pas avec ça que je vais m'en sortir. C'est ni avec l'art, ni avec la musique. Ça va mettre des années. Et moi, j'ai besoin, de bouffer, d'avoir une revanche, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la vie et donc de pouvoir être à l'aise et de pouvoir, moi, me payer ce que j'ai envie de me payer et éventuellement de fonder un jour une famille. J'avais besoin j'avais très tôt cette envie de fonder une famille. Et tu t'es vraiment donné tes chances. Je veux dire, à ce moment-là, tu y as passé du temps et Oui, j'ai passé du temps, mais je me suis dit, tu sais, je suis très pragmatique, très terre à terre. Donc je me suis dit, c'est comme au foot. J'ai voulu vraiment, jusqu'à 12 ans, je voulais être footballeur professionnel. J'ai vu que c'était compliqué, etc. Je suis très réaliste et très terre à terre. Donc tu vois pas ça comme un échec à chaque fois. Tu te dis pas, non, tu prends pas une claque en disant. Je prends pas de claque. J'ai été sélectionné pour un rôle dans un film. C'est un truc que je raconte maintenant que j'avais jamais raconté avant. On doit aller faire les essayages des vêtements. Je crois que c'est Agnès B ou je sais plus quel créateur. On devait aller prendre des etc. Et donc c'est le samedi, le truc. On doit signer les contrats. J'avais pas d'agent, j'avais rien. Donc j'ai trouvé un copain qui était un peu avocat pour faire le truc et tout. Et le samedi, on m'appelle pour me dire le jour d'essayage. Je dis non, finalement. Alors que j'avais pris face à une sélection, il y avait peut-être 40 ou 50 personnes ou 100 personnes. Finalement, le réalisateur a changé d'avis. Donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le truc. Mais c'est pas pour ça vraiment, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il allait falloir beaucoup de temps et que j'avais pas le temps. Moi, j'étais pressé. Et comme on revient à mes idées d'enfant et mes idées de finalité, de peur de la mort, etc. Je me dis que je suis pressé, que je peux pas attendre et laisser le temps au temps. En tout cas, pas à cet âge-là. Avec le recul, quand tu te regardes là, tu crois que tu avais un talent, tu étais bon, t'aurais J'en sais rien. Je regarde ce que je suis maintenant. Je m'en fous. Aujourd'hui, je me rappelle pas de comment j'étais à l'époque. Et puis limite, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, moi, j'ai toujours vécu ma vie. Je l'ai toujours vécu dans le futur. J'essaie toujours de la vivre dans le présent. Alors, je vais pas maintenant de la vivre dans le passé. Donc, d'ailleurs, je trouve que c'est très important de pas vivre dans le passé. Et donc, mais pardon, je fais pause. Mais tu la vivais trop dans le futur avant, c'est ça? J'ai toujours vécu, même encore un peu maintenant, ma vie dans le futur. Je pense mais t'essayes de la réancrer dans le présent. Oui. Le théâtre m'aide beaucoup pour ça. Parce que si t'es pas dans le présent, t'es mort. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu veux la réancrer dans le présent? Parce que c'est là où c'est le bonheur, il se trouve que dans le présent. Tu peux pas le trouver ni dans le futur ni dans le passé. Le bonheur est uniquement possible et accessible que dans le présent. Quand tu montes sur scène, sur mon one, si jamais tu penses à demain, t'es mort. Tu peux pas t'occuper de la salle, tu peux pas alors que là, je parle avec toi, je peux être en train de te parler et puis penser à ce que je vais faire dans 1 heure. Je peux arriver à faire les deux. Quand t'es sur scène, c'est impossible. Ça veut dire que t'étais malheureux et que t'es heureux aujourd'hui? Ça veut dire que j'arrive à trouver des moments de bonheur. Heureux, je pense que c'est très compliqué d'être vraiment heureux. Les gens disent je suis heureux. Oui, c'est pas un leurre, mais d'être heureux 100% du temps, je pense que personne n'est heureux 100% du temps. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent moi je suis très heureux dans ma vie. Après tu les vois, ils sont pires de je sais pas quoi. Mais après les gens se font des films aussi. Moi je pense que je suis très lucide, très terre à terre et je l'étais déjà à l'époque. Donc du coup, pour revenir à ta première question, j'ai compris très tôt que il allait falloir du temps et que je n'avais pas le temps, etc. C'est comme dans le sport de haut niveau, t'es pas sûr à 100% de réussir. Donc regarde combien de joueurs de tennis qui jouent depuis toute leur vie, des Français ou des acteurs, combien qui réussissent, combien qui sortent du lot. Et moi j'avais pas le temps de ça, j'avais pas le luxe en tout cas de me permettre ça. J'avais pas le luxe de pouvoir attendre éventuellement un hypothétique réussite. Et c'est pas qu'un problème de talent, t'as beaucoup de gens talentueux qui ne réussissent pas.
T'as des chanteurs incroyables qui ne réussissent pas parce que ça correspond pas. Donc ça n'a rien à voir avec le talent. Donc c'est pas que le talent. C'est de la chance. C'est de la chance, c'est du réseau, c'est beaucoup de choses. Il y a plein de paramètres. C'est croire en soi, c'est le timing, d'être là au bon moment quand il le faut. Tu te trouves à la bon endroit au bon moment. Oui, la chance quelque part aussi. La chance aussi, oui. Ouais. Tu la crées la chance aussi. Tu peux la créer. Moi, j'essaie de beaucoup la créer la chance parce que j'ai beaucoup de choses. Je me dis c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance. Je l'ai créé. Quand tu réfléchis bien, tu donnes les moyens de tes ambitions, tu crées la chance. Non, mais je voulais dire le timing. Souvent, de temps en temps, tu vois, bon moment, ça reste, ça peut être. Mais je suis d'accord. On a théorisé pas mal sur la chance sur ce podcast avec certains spécialistes. Hein, tu vois, les plus éminemment spécialistes de la chance. Mais c'est un sujet intéressant. Mais je crois que la chance n'existe pas vraiment. Je veux dire, il y a une forme de chance quand le mec effectivement qui va jouer au loto, qui va tomber être sur l'euro million. Oui, là, je pense que c'est vraiment... ça n'existe pas. Voilà, c'est un épiphénomène en vrai. Voilà, mais la chance, je crois que tu te la donnes la chance aussi. Si tu ne donnes pas les moyens d'avoir de la chance, tu l'as pas. Oui, non, mais pour recontextualiser, quand tu arrives ici, donc chez juste en face d'ailleurs de chez Marc Simoncini, déjà, moi, j'avais préparé un peu tout ça. J'ai dit, tu vois, auteur, acteur. J'ai pas dit musicien, par exemple. Donc, Richard doit me montrer son studio. Après, me dit, tiens, j'ai aussi là une boîte qui fait de l'influence. Et puis là, on est en train de lancer tel. Et en effet, je veux dire, t'es protéiforme, en tout cas... multi-entrepreneur, multi-artiste, multifacette, etc., etc. Et en effet, en faisant tout ça, c'est là où tu crées ta chance. On le sent très bien. Ah bah oui, il faut la chercher. D'ailleurs, quand j'explique que tu m'as parlé de mon livre que j'ai écrit, donc pourquoi j'ai cassé les codes. En fait, j'ai pas voulu casser les codes, moi, à la base. J'ai cassé les codes parce que j'ai pas eu le choix. Donc, il a fallu trouver, parce que quand t'es pas attendu et que, voilà, il a fallu trouver le... Oui, mais maintenant, tu l'as le choix. Tu vois, cette agence d'influenceurs, t'es pas obligé de la créer. Oui, maintenant, mais je te parle à la base. Mais du coup, tu continues. Oui, mais maintenant, ce que je veux dire, je continue. J'aurais pu m'arrêter aussi, mais c'est prendre des risques aussi quelque part de continuer. Parce que ça m'amuse, parce que je me lasse très vite des choses et que j'ai besoin à chaque fois d'avoir des nouveaux challenges. Et puis ce que je fais là, c'est de la transmission. Ça permet de faire du partage avec les gens. Et puis moi, j'aime ce côté de partage. Voilà. Excuse-moi, ça part un peu dans tous les sens, hein, mais cette vie d'artiste, tu t'en lasses? Non, pas du tout. Non. C'est la seule chose dont tu te lasses pas professionnellement. Tout est pour ma vie d'artiste, c'est tout ce que je fais. Moi, quand tu me dis ma vie d'artiste, c'est pour moi l'art, c'est universel, c'est tout ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, la vie d'artiste, c'est pas sculpteur. La vie d'artiste, c'est ce que je fais quand je monte sur scène le lundi, quand je crée des projets, j'en sais rien, avec des co-branding avec des marques. C'est tous les projets que je mène. C'est de l'artistique. Tu mets de toi dans quelque chose. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc t'étais artiste avant tes 37 ans, 36 ans? J'ai toujours fait de l'art sous toutes ses formes. Et après, c'est un hobby. Après, tu sais, comme je t'ai dit, t'as besoin de gagner ta vie et donc, voilà, il faut bouffer. T'as des enfants, il faut les faire, faut payer les écoles, faut payer les appartements, faut payer. Donc tu travailles. Après, mais tu travailles pas forcément dans un truc qui te plaît. Je faisais pas les choses qui me plaisaient. Voilà, c'est la différence. Parce que j'étais entrepreneur, donc voilà, j'ai fait plein de trucs. Ça m'amusait au début de monter des business qui ont fonctionné. Tu peux me les raconter un peu? Ton premier business, c'était quoi? Moi, j'ai tout fait. Moi, j'étais business, c'était coursier. Moi, j'étais coursier pour payer mes études. Donc, tu vois, j'étais coursier. Donc, quand j'étais à la fac, donc en scooter. En scooter, ouais. Un Beluga, Yamaha, tu vois, comme ça, je me la marque. Très bien. Je sais pas si ça existe encore. Je crois pas, mais Yamaha toujours. Ouais. Voilà. Heureusement pour eux. Et donc, j'étais scooter. Je travaillais pour une boîte de photos qui a des tirages photos. Et à l'époque, souvent les boîtes avaient leur propre coursier. Donc, tu y allais tous les jours. Exactement. En mi-temps, parce que du coup, moi, j'allais à la fac, donc fallait en dehors des TD et de l'amphi, je faisais ça. T'étais où à la fac? J'étais à Tolbiac et à la Sorbonne après. Tu faisais quoi? J'ai fait une fac de gestion. J'ai fait une licence de gestion. Et donc coursier pour payer tout ça. Et ton premier pour vivre quoi, surtout parce que c'est gratuit la fac, mais c'est pour payer ton living quoi. Ouais. Et après ton premier business à toi, alors t'as bossé pour quelqu'un d'autre? T'as bossé dans des boîtes? Ouais, plein. J'ai vendu des téléphones, j'ai vendu des fax. C'est à l'époque les gros trucs qu'il fallait une fortune. Quand je pense que ça valait un fax à l'époque, ces gros machins énormes. Le nombre de personnes, ça fait peut-être bien un an, mais le nombre de personnes qui sont passées sur ce podcast, qui ont vendu des fax avant de réussir big time est hallucinant. Il y a une proportion. Alors généralement, c'est évidemment pas les plus jeunes parce que non pas que il y a aussi des beaucoup plus vieux que toi. Hein, t'inquiète, je suis pas du tout en train de te faire. Ouf. Mais
Mais en effet, j'ai l'impression que le fax a été un peu l'école de la vie pour beaucoup de monde. Non, mais c'est drôle le fax en plus, parce que le fax c'était un truc qui était énorme et qui valait une fortune, quoi. C'était un truc. Fortune. À l'époque, c'était en francs, mais ça valait 50 000 francs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque 50 000 euros, parce que les francs sont presque devenus des euros. C'était un truc qui valait une blinde atomique. Le commun des mortels pouvait pas se payer un fax. C'était vraiment les grosses boîtes qui s'achetaient moi, je travaillais pour les premiers qu'on faisait, c'est Thomson, Alcatel. C'était pas des marques chinoises ou japonaises, hein. C'était français. Puis derrière, tu avais plein de consommables, c'est ça, donc etc. Le fax, c'était le début du fax et le téléphone. Moi, je vous ai vendu dans une boîte qui vendait du téléphone et du fax. Donc, les standards téléphoniques avec les premiers sons digitales. Enfin bon, c'était assez drôle et voilà. Et après, bon, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'événementiel, j'ai voulu faire des t-shirts. J'ai fait tout ce qui existait, tout ce on pouvait imaginer. J'ai travaillé un petit peu j'ai vendu des biens de consommation pour le gouvernement. Enfin, je faisais tout, quoi. J'ai fait tout. Beaucoup de ces choses-là, après, en nom propre, enfin, sur tes boîtes à toi. Quelle a été ta première boîte? À quel moment tu t'es lancé pour la première fois tout seul? Dans la première boîte où je me suis lancé tout seul, je vendais des biens de consommation pour l'État. Voilà. C'est quoi des biens de consommation pour n'importe quoi, ça peut être des chaussures pour l'armée, ça peut être des appels d'offres, des livrets de famille, ça peut être des drapeaux bleu blanc rouge, ça peut être des stylos, ça peut être je sais pas moi, tout ce qu'on a besoin. T'allais les sourcer chez des producteurs? Ouais, j'allais puis j'ai créé même mes propres entités, j'ai fait du produit d'entretien aussi. D'accord. J'ai fait ma propre marque de produits, désinfectants, lavage des sols, enfin n'importe quoi. En fait, je prenais des métiers, j'essayais de le développer, de le rendre, de leur donner un truc en plus, quoi. J'essayais de trouver un truc en plus. Donc j'avais ce côté, c'était pas artistique, mais un peu imaginatif pour trouver un truc. Qu'est-ce qui allait faire une valeur ajoutée par rapport à une entreprise lambda, voilà. Donc c'était un peu ça. Alors ça m'amusait au début, puis après ça me gonflait, mais ça m'amusait au début. Mais comment t'arrives à être créatif dans une entreprise qui fait des, je sais pas moi, des drapeaux? Tu crées des. Je fais pas que ça. Non, mais tu crées des trucs qui n'existent pas. Moi, j'ai créé des objets qui n'existaient pas. Je faisais de la recherche et du R&D. J'ai oublié, mais j'ai créé des trucs. À l'époque, j'ai créé on a développé un Stabilo Boss qui s'efface. Un fluo qui s'efface. Jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas si ça existe encore. Mais nous, on a sorti ce truc-là. C'était un fluo qui s'effaçait. Ouais. Je sais pas si encore ça existe maintenant, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, on a créé ce truc-là. Alors, avec des usines au Japon, machin, etc., on développait des produits comme ça, un peu bizarres. Mais bon, je me rappelle de celui-là parce qu'il était marquant, ça marque encore parce que je crois que mes enfants, ils n'ont pas je crois que ça n'existe pas le fluo qui s'efface. Donc, mais des trucs comme ça, il y en a eu 1000. Et j'ai pensé, tiens, pourquoi on ferait pas ça? Et puis après, on essaie de le développer, puis on le vend, et voilà. Donc. Et t'as trouvé on va dire, alors ta première vraie voie d'entrepreneur dans l'immobilier, c'est ça? Plus tard? Non, ce que je te disais avant, c'était une vraie voie d'entrepreneur. Ça a très bien fonctionné. J'ai fait ça à l'américaine. J'ai beaucoup de commerciaux. J'ai monté des gros business qui ont bien fonctionné. Que tu vendais après à la fin ou que tu fais? Oui, j'ai revendu. Après, je me suis mis dans l'immobilier. J'ai revendu aussi. Enfin, j'ai monté des business qui ont bien marché. J'ai rapidement, ça a bien fonctionné. J'avais pas à me plaindre quand je me suis vraiment lancé dans cette carrière artistique. Ça fonctionnait pour moi. J'avais pas de soucis. J'étais SDF sans difficulté financière. Si on peut dire ça ainsi. Mais je me faisais chier, quoi. J'étais pas heureux. J'étais très malheureux. J'étais pas bien dans mon truc. Et pourtant, j'avais un grand appartement. J'avais des belles voitures. J'avais tout ce que tu veux. Tout ce que les gens pourraient imaginer d'extraordinaire. Mais moi, en fait, j'utilisais mes capacités à 5% ou 10% de leurs possibilités. Et puis, je travaillais pas beaucoup, en vérité. Parce que je montais des trucs. Et puis, le reste du temps, je m'emmerdais. Parce que j'arrivais à monter. J'étais un créateur mais je suivais pas le truc, quoi, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sent dans le discours et aussi dans le livre, hein, pour le coup, mais t'étais pétri d'angoisse, en fait. Enfin, je veux dire, stressé, angoissé, bien sûr, oui, bien sûr. On sent que ça a débordé un moment. Tu racontes cet épisode où tu sors de ta voiture, où tu. Oui. Oui, parce que en fait, j'étais pas bien. J'entrais chez moi, j'étais pas bien. J'avais une espèce de problème existentiel, d'angoisse. J'étais pas j'étais pas celui que j'aurais voulu être. Donc quelque part, c'était une frustration qui était certainement importante. Après, on l'explique pas. On trouve toujours je suis pas Freud, hein, je sais pas comment expliquer tout ça, mais c'est vrai que j'avais des manques, clairement. Pourtant, j'avais des enfants, ce que j'ai toujours rêvé, je donnais cet amour et je recevais beaucoup d'amour aussi, mais il y avait certainement, en dehors de ce côté affectif et d'amour que je recevais, que je donnais, il y avait quelque chose qui était inaccompli, inachevé, et qui remplissait pas les cases que j'avais besoin de remplir, tout simplement. Ce que tu vis à peu près, peut-être avant l'heure, est-ce que c'est pas tout simplement une crise de la quarantaine à ce moment-là? Non, pas du tout.
Non, c'est pas une crise de la quarantaine. Je l'avais à 25 ans déjà, ça. C'était présent tout le temps, tout au cours de ma vie. J'ai fait des trucs. Je me suis laissé porter par la vie. J'ai fait des choses qui me plaisaient pas forcément, qui ont quand même rempli des vides et des manques, qui ont coché des cases, puisque mon gros problème, c'est que j'avais pas de sous et que j'ai vécu quand j'étais gosse. Moi, c'était mon pote de l'école, du lycée, qui me payait le McDo et le cinéma. Donc, c'était pas non plus 5 francs. Et je les avais pas pour payer le cinéma et le McDo. Quand on me payait le McDo et le cinéma. Donc, quelque part, j'avais besoin donc j'ai rempli ces cases puisque j'ai réussi à gagner des sous, à avoir des belles voitures. Mais ça remplissait pas ce que j'étais moi au fond de moi. Donc, j'ai vécu avec ce stress, cette angoisse et cette perte. J'ai eu l'impression de perdre beaucoup de temps. Ce que je voulais dire par là, c'est si je dois reprendre aussi ta devise, peut-être Born Wild, qu'on voit, qui revient, etc. Et si tu me permets, je vais relire juste un bout de ton livre, mais à un moment, tu dis... Cédric O, justement. Pardon, Richard O. Cédric O, c'est l'autre, c'est le ministre. Vous ne connaissez peut-être pas mon nom, mais je prends le pari que vous me ressemblez, que mon expérience vous parlera. Je suis de ceux qui sont convaincus que chacun d'entre nous abrite un rebelle, un double fantasmé et refoulé. Et quand je parlais de crise de la quarantaine, c'est que souvent, en fait, c'est peut-être souvent alors, on l'associe aux hommes, peut-être un peu, mais en fait, je crois que c'est très mixte, ça, c'est clairement. Mais quand je parle de ça, c'est que toi, à un moment, tu t'es dit, je peux reparler aussi d'autres peut-être, ne s'en remettre qu'à ses propos, ses propres perceptions pour les grandes décisions, prendre des avis mais rester toujours l'ultime décisionnaire, être le capitaine de son navire est l'un des secrets de la réussite. Considérez-vous comme le seul metteur en scène de votre vie. Je veux dire, c'est souvent quand tu prends conscience de ça qu'à 40 ans, à un moment, ou à ces alentours-là, tu vas te dire, attends, est-ce que je me suis pas laissé porter? Est-ce que j'atterris pas là par hasard parce qu'il y a eu des décisions que j'ai prises à 17 ans ou à 18 ans en prenant telle voie plutôt qu'une autre, alors que voilà. Et finalement... toi, tu as eu peut-être le courage de le remettre en question. Tu vois, c'est aussi souvent... je sais pas mal... moi, j'admire la totalité des gens que j'ai reçus sur ce podcast. Mais, c'est bien, moi, j'admire personne. Mais dans l'approche, on y reviendra, dans l'approche, ce que je veux dire, c'est que il y en a qui m'impressionnent dans le sens où, tu vois, c'est... HEC, INSEAD, qui ont une belle situation, qui ont un beau couple, qui ont des enfants super beaux, un bel appart dans Paris, etc. Un bel homme ou une belle femme. Un bel homme ou une belle femme, évidemment. Et qui, à 34, 35, 36 ans, au milieu de leur... ou au quart de leur emprunt, vont lâcher tout pour lancer une boîte. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Toi, t'as changé du tout au tout. Alors, en plus, pour devenir... artiste, même si tu dis, et j'ai bien compris que tu l'as toujours été, mais pour le devenir professionnellement en tout cas, les gens autour de toi, ils se sont dit, mais what the fuck, quoi, qu'est-ce qu'il fout? Enfin, il a pété un câble. Ouais, mais oui, je le raconte ça aussi dans le livre. Mais oui, ils ont dit, oui, effectivement, surtout quand t'as une situation, si tu pars de rien pour essayer d'arriver à quelque chose, limite on peut pas te taxer de quoi que ce soit, de folie ou etc. Mais quand tu pars et que t'as une situation plutôt établie, que ça roule plutôt bien et que tu changes du tout au tout, on te dit que t'es un vrai barjot, quoi. Donc ça c'est sûr. Déjà par rapport les gens ont peur. De toute façon, ce qui est différent, les gens ont peur. Donc on a toujours peur de ce qui est différent, de ce qui change, du changement on a peur. Même là, on parlait d'artistes, on te met dans des cases, donc tu peux pas être ça et ça. Donc on sait. De toute façon, dès que tu es un petit peu différent, je pense que tu fais peur, c'est tout. C'est pas tellement le problème du fait c'est le changement qui fait peur, mais pour tout le monde, c'est plutôt ça qui fait peur. Je pense pas que ce soit un problème d'âge ou d'un problème mais en tout cas, j'ai pas fait de crise de la quarantaine, si c'est pour répondre à ta question. J'ai fait une crise de la vingtaine parce que j'ai toujours été conscient de tout. Je suis quelqu'un d'extra lucide, très terre à terre, et en fait, j'ai tout ce dont je te parle, c'est vrai que je pense, avec le recul, que j'ai eu la maturité de le faire à cet âge-là. Mais je l'ai commencé, j'ai initié ce processus bien avant. C'est-à-dire que 10 ans avant ou 12 ans avant ou je sais pas combien d'années avant, je disais bon, cette année il faut que je fasse ça. C'est des choses qui sont, et je me suis laissé porter effectivement
Ah, tu as raison, je me suis laissé porter par une vie, par une famille, par des enfants qui naissent, par des vacances, par une espèce d'organisation, voilà, comme on tous, on peut se laisser porter, donc avec une espèce de routine, comme on appelle ça, les Anglais aiment bien cette routine. Donc donc avec une routine qui finalement t'amène d'un jour à l'autre et que tu avances et puis voilà, et que tu fais des projets et que c'est en fait ta famille plus un des jobs qui t'emmène vers quelque part. Mais moi, j'étais conscient et j'ai toujours été conscient et très très conscient de mon inconfort et du fait que j'étais sous-estimé, enfin, en tout cas, mes capacités étaient, voilà, j'utilisais 10% de mes capacités, de ce que j'avais envie, donc tu peux pas te réaliser et être pleinement heureux, pas heureux, mais enfin, en tout cas, tendre à une espèce de bonheur ou de joie ou de choses, en tout cas, de vie sympa, si tu sais que ce que tu fais, bah, ça te remplit pas et que t'accomplis pas ta tâche sur la terre. Moi, c'était ça, j'accomplissais pas, j'étais pas dans ce que je voulais, quoi, quelque part, tout simplement. Mais je le savais depuis longtemps. Je l'ai fait pas par dépit, parce que comme tu as dit, Oui, voilà, il faut bien choisir quelque chose, sinon tout le monde dit bah d'accord, tu peux pas être joueur de foot, et ben donc t'arrêtes, tu restes chez toi, tu dors. Ton rêve c'était d'être footballeur, bah tant pis, t'as pas les capacités, tu t'allonges et puis t'attends que la vie elle se passe. C'est pas ça. Donc il faut aussi prendre ton destin en main, faire des choses, et il y a plein de choix. D'ailleurs, même quand t'es étudiant, t'arrives pas à avoir une étude, tu fais d'autres. Mais tu fais médecine, bah la première année, t'es pas dans les premiers pour avoir bah, ok. tu joues. Donc c'est des choix. Moi j'ai choisi ça, mais très tôt, j'ai dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, il va falloir que ça change. Alors évidemment, je ne faisais pas 24 sur 24, mais à des moments, j'avais un petit spleen baudelairien, je rentrais chez moi le soir, ou je sais pas quelle heure, et alors j'ai eu la chance de pouvoir rebondir et de passer d'un état à l'autre très rapidement, sinon j'aurais fait une dépression. Mais j'ai eu des moments quand même réguliers d'angoisse, de stress, où je me disais que j'étais pas à ma place, tout simplement. Ce que je veux dire là-dedans, quand je parle de tout ça, c'est que ce spleen baudelairien, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Bien J'essaie sûr. de pas être comme ça, mais qui attendent qu'il passe. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et Bah ça, en fait, ça s'appelle les couilles, en fait, après. Donc après, j'ai eu les couilles de faire autre chose, quoi, en résumé. Mais j'ai pas eu le choix, j'étais poussé mais j'ai eu ces couilles de faire les choses parce que il y a eu cette maturité, parce que justement, c'était pas du jour au lendemain. Bah, un matin, je me réveille, tiens, bah, maintenant je vais faire. Non, ça c'est les faits. Mais avant d'arriver à ça, et ben, il y a une maturation qui se fait et il y a un processus qui se fait. Parce que même maintenant, je me dis, putain, je suis con, j'aurais dû commencer avant. Même moi, je me dis maintenant, putain, attends, t'as vu le temps passer vite. Si j'avais fait ça avant, et ben, regarde ce que j'aurais fait, j'ai encore tout ça, etc. C'est pour ça que dans ma vie, on n'est pas venu à cette question, puisqu'on parlait quand même de la finalité et de ma course en avant effrénée vers cette fuite en avant que je mène chaque jour. C'est que j'ai l'impression aujourd'hui de devoir faire en un an ce que d'autres font en 10 ans, ou en un jour ce que d'autres font en un an. Enfin, en tout cas, j'ai que le temps qui m'est imparti sur cette terre, il est tellement limité, donc je brûle les étapes. Et quand tu me dis pourquoi tu fais ça, bah parce que je veux faire un maximum de choses et je veux avancer. J'ai besoin de ça, ça me nourrit en tout cas. Donc voilà, et des fois je me dis, putain, tu te rends compte, j'aurais commencé 10 ans avant, où j'en serais aujourd'hui. Mais en fait non, parce que j'aurais jamais eu la maturité de le faire 10 ans avant. C'est cette période qui m'a, moi, paru perte de temps, parce que parfois j'appelle cette période perte de temps dans ma vie. Hein. Dans ma vie, je me dis, j'ai perdu 10 ans de ma vie ou 15 ans de ma vie. Et en réalité, quand je réfléchis bien, ben non, j'ai pas perdu. C'est cette période, c'est ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, tout simplement. je pense que je me retrouve dans beaucoup de points que tu décris là. En Ah ce oui, qui mais me toi, concerne, t'es pas sculpteur. Hein, non, s'il te plaît. non, je suis pas du tout sculpteur. Je suis qu'un humble podcasteur, entrepreneur. Dessine-moi un etc. mouton. Non. Quand je dis je me retrouve, c'est sur cette envie de faire beaucoup de choses. Mais j'ai un peu l'impression, en ce qui me concerne, je voulais te poser cette question autrement, mais du coup, d'avoir peur du vide. Tu vois, et quand je dis de combler, il y a aussi une envie, évidemment, de faire plus de choses, d'apprendre. Tu vois, il m'arrive un truc de ouf, toi, que tu fais souvent, mais là, j'ai un partenaire qui me propose de faire des lives et des tas de plateaux. Et puis cette semaine, j'ai passé ma semaine à tourner pour une podcast académie qu'on va sortir qui s'appelle Entreprendre un podcast. Voilà. Et puis l'après-midi, hier après-midi, on m'a mis sur un plateau. Et puis la prod, Juliette, que j'embrasse,
T'embrasses Juliette aussi. Voilà, qui me regarde, il me dit la dernière fois tu t'es bien démerdé, on va te mettre une oreillette. Tu sais les petits trucs qui te mettent dans le truc. Je la regarde, je lui fais non mais no fucking way. Merci de m'expliquer ce Non, qu'est une oreillette. Mais les micros. Non mais tu vois. Et elle me dit non mais aujourd'hui c'est tout petit. Oui, je sais. Et je lui dis no Fais des fucking way. émissions de télé aussi. Tu me mets pas d'oreillette quoi parce que moi je suis complètement monotache etc. Et puis elle a insisté etc. Et puis en fait j'ai des opportunités de faire des tas de nouvelles choses etc. Et par moments je me dis mais pourquoi je fais tout ça? En fait, ça m'éclate. Mais il y a quand même cette peur du vide, non? Je te vois faire la moue. Non. Non. Franchement, la peur du vide, non. Les peurs qui m'animent, je t'en ai parlé, c'est les seules peurs qui m'animent. La peur du vide, non, pas du tout. D'accord. Les peurs, non. T'es capable de te poser, de rien faire? Ouais. Enfin, je le fais rarement, mais je suis capable de rien faire. C'est quoi rien faire, de rester comme ça, figé, rien faire? Non. Je suis capable de me regarder un film. Je suis capable le confinement a été très long et on a eu des trucs. Moi, je regardais jamais de séries, j'avais jamais le temps. J'ai regardé des séries, donc j'ai regardé des séries que j'ai bien aimées d'ailleurs. Je savais même pas que ça existait les séries, quoi. Pour moi, t'as regardé quoi que t'as bien aimé? Narcos. J'ai adoré cette série, j'ai trouvé génial. J'ai regardé El Chapo, j'ai regardé des trucs qui m'ont bien, et j'ai dit, parce que moi, je suis un enfant des séries télévisées, des Columbo, des Mystères de l'Ouest et tout ça. Alors, ce que j'aimais pas dans les séries, dans La Une est à vous, Samedi est à vous, c'était que il y a des épisodes se finissaient pas. Alors, la série, ça se finissait un peu. Et puis, les séries, comme on voit maintenant, c'est vrai que souvent, il faut regarder celle d'après. T'imagines le temps qu'il faut consacrer à ça pour regarder. Et donc, je ne regarde jamais de séries. Et là, effectivement, avec le confinement, j'ai regardé des séries et j'ai trouvé ça m'a, jusqu'à 6h du matin, 7h du matin, je me suis tapé des séries. Donc, c'était assez drôle. C'était assez drôle de voir ça, oui. Non. Donc ça, j'appelle ça, oui, effectivement. Enfin, pour moi, ça s'appelle ça rien faire. Enfin, peut-être c'est faire quelque chose, mais je sais pas, voilà. Mais me poser. Après, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'activité, dans l'action que dans effectivement la non-action. D'ailleurs, quand je me repose, j'ai mal à la tête, quoi. Tiens, ça me fatigue, le repos me fatigue, voilà. Ouais. Voilà. Je dors peu, le repos me fatigue et c'était Moustaki qui disait on a toute la vie pour s'amuser, toute la mort pour se reposer. C'est un peu aussi pas mon leitmotiv, mais bon, je pense que ça c'est vrai aussi. Après, faire attention parce que pour aller loin, il faut aussi ménager sa monture, ce qui est vrai aussi. Donc, il y a plein d'adages qu'il faut respecter. Mais disons qu'il y en a quelques-uns. Et tu parlais tout à l'heure de Bornwell. Moi, j'ai aussi Take the best, fuck the rest, qui est un de mes vraies phrases. Take the best, fuck the rest. Voilà. Okay. Voilà. Que j'ai écrit, que j'ai fait en sculpture d'ailleurs aussi. Voilà. Je voudrais comprendre, juste après cette question, peut-être comment tu articules ta vie aujourd'hui. Comment, je sais pas, est-ce que c'est un énorme chaos? Quand est-ce que tu prends le temps de sculpter? Quand est-ce que tu prends le temps de faire différentes choses? Comment tu fais tout ça? Mais avant d'arriver là-dessus, je voudrais revenir sur... dès le début de ta présentation, t'es arrivé sur ce côté... évidemment, j'aurais voulu t'en parler aujourd'hui, je veux t'en parler aujourd'hui, mais des magazines du milieu de l'art et de l'art contemporain, potentiellement même, en fait, finalement, des galéristes et des grands noms de ce milieu qui te... Enfin, on le lit d'ailleurs, dès qu'on tape, tu tapes Richard O, pour ne pas citer ton nom, hein, je voudrais garder ton anonymat. Ah oui. Sur Google, on voit vite ce côté qui ressort. Finalement, est-ce que c'est pas... ce côté assumé. Hein, oui, tout à fait. C'est moi qui en parle plus que les autres. Oui, mais c'est vrai, mais est-ce que finalement, je veux dire, tu ne peux pas rentrer dans ce moule parce que si je devais le pousser très loin, je meuble volontairement parce que Richard mais non, mais je peux parler en même temps. En mangeant, je suis habitué. Je travaille, je fais mes rendez-vous en mangeant. Hein. D'accord. Est-ce que c'est pas un... Quand t'as vendu des fax et des téléphones, est-ce que t'es condamné à ne pas être artiste, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu... c'est pas ça qui m'est reproché, parce que ça, je t'en parle à toi, j'en ai même pas parlé, j'en ai jamais parlé, même dans mon livre. Donc, non, ça, je pense pas. On n'aime pas... Ce qu'on n'aime pas, effectivement, c'est les gens qui changent de case, qui changent de... Oui, effectivement, on n'aime pas. Mais c'est pas ça, moi, qui a dérangé. Ça n'a rien à voir. Moi, j'aurais pu être électricien, les gens s'en foutent. Non, c'est que tu viens dans un milieu, tu déranges. C'est la réussite qui dérange. C'est que ça fonctionne aussi qui dérange. C'est pas uniquement ça. Parce que si tu ne réussis pas, tout le monde en a rien à foutre de toi. Mais Jeff Koons, il réussit et pourtant, il n'est pas exclu de... Ah si, il a été exclu pendant des années, Jeff Koons. Là, c'est Jeff Koons est reconnu maintenant. Mais il a été exclu pendant plein de temps. Non, et beaucoup d'autres, des gros artistes. Ben Warhol. Au début, personne n'en voulait. Warhol, c'est un publiciste. Tout le monde critiquait ce qu'il faisait.
Et aujourd'hui, c'est un des plus grands maîtres de l'art contemporain, du pop art. Donc, Warhol, pareil. Les salons des indépendants, non, mais même dans les artistes. Tous les salons, il y a le salon, je sais plus, la FIAC, c'était avant l'ancien salon des indépendants, des interdits ou des bannis. Enfin, il y a toujours cette culture, c'est toujours existé de tout temps. Après, moi, j'ai un parcours complètement atypique. Ce que j'ai fait n'a jamais existé dans l'histoire du monde. C'est un truc complètement lunaire. J'en tire aucun orgueil, mais il y a vraiment un truc un peu particulier. J'ai choisi un truc complètement différent. Mais non, je sais pas. Je sais plus quelle est ta question d'ailleurs. Toi, t'es un artiste populaire. Ouais, je suis artiste populaire. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est ton... Ouais, populaire, j'ai pas voulu être je suis populaire parce que je suis populaire, parce que les gens m'aiment bien, et puis je vais te dire franchement, tu me parles des trucs, mais moi, s'il y a 95% ou 98% des gens qui sont bienveillants, qui m'aiment bien, ou qui sont fans, et qui aiment ce que je fais, et qu'il y en a 2% qui n'aiment pas, limite, moi, ça me va, quoi. Parce que on parle de quoi, là, quand on parle d'articles, d'un petit milieu, on parle de quoi? De quelques personnes, c'est une poignée de gens. Soit qui sont des gens jaloux, soit soit des galeries, soit qui sont fans d'une espèce d'institution, soit qui défendent je ne sais trop quoi, mais c'est quand même, enfin, peut-être puissant, mais c'est un milieu qui est tout petit. On parle de quelques personnes, hein, là, donc, qui ont la tribune, à la différence de certains qui ne l'ont pas. C'est tout. Mais c'est un petit milieu quand même. Et t'as une interaction avec eux? T'as des relations? Non. Non, mais j'ai pas de relation, enfin, je m'en fous, je peux en avoir. J'en ai eu. Il y en a qui tombent leur veste aussi. Il y en a qui me disent, on devrait faire un truc avec toi, justement, pour être un peu disruptif par rapport à moi. J'ai des trucs, j'ai des relations, non, parce que, je sais pas, ça m'est pas arrivé. Si, des relations, j'ai des relations parfois des clashs, oui, mais des relations, sinon, non, pas tellement. Mais j'ai pas de relation avec les autres artistes non plus. En tout cas, pas de l'art, parce que même ceux qui sont, comme moi, pas reconnus et pas banni un peu, même pas non plus. Donc si tu veux, c'est pas uniquement le petit milieu. Alors, la communauté, les fans ou les gens qui aiment ce que je fais, c'est quelque chose qui représente c'est beaucoup de monde. Après, dans le petit milieu de l'art, même les artistes qui eux ne sont pas eux-mêmes reconnus, il y a une espèce de jalousie, d'ego. Mais je rentre pas là-dedans. Moi, comme tu dis, à juste titre, moi je passe mon chemin. Je suis entrepreneur. Je fais de la musique. Je fais de la scène. J'essaie de faire plaisir aux gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner de l'émotion, donner du plaisir. Après, les autres disent ce qu'ils veulent, je m'en fous, je sais même pas ce qui se passe. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Des fois, je découvre des trucs, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Puis quand on me file 2 pages dans Beaux-Arts, pour me défoncer, je dis, écoute, super, les gars, vous m'avez fait de la pub. C'est vrai que j'existe, je sais qui je suis quand T'as on eu compare. 2 pages pour te défoncer? Ouais. Ça dit quoi? Je sais pas, je m'en souviens plus, mais c'est limite, mon avocat, mais il faut attaquer, c'est diffamatoire. Donc, je vais donner du contenu. Quand t'attaques, le principe c'est simple. Moi, je fais un peu de communication de crise. Donc, si tu, ne serait-ce que de répondre, tu donnes, tu vas faire vendre. Ouais. Mais non, n'importe, tu vas faire vendre tu vas faire un grand vente du magazine. Puisque moi, moi, les articles, les magazines où je parais, ils sont tirés à beaucoup plus d'exemplaires donc je vais pas leur donner de la force. Donc, faut surtout pas répondre. Mais on peut te dire que t'es le pire des dictateurs, ou j'en sais rien de ce que tu veux. Ne surtout pas répondre. Donc c'est voilà, même s'il y a des arguments, parce que en fait, c'est s'attaquer personnellement à moi, quoi. C'était pas uniquement, mais c'était, je sais même plus, c'était extrêmement violent. Mais limite, moi, merci. Et souvent, d'ailleurs, moi, la première plus grosse fierté que j'ai eue, c'était sur un article à l'époque, il y a très longtemps, quand j'ai démarré, un mec qui déchirait des gens et il me disait oui, comme Jeff Koons et ces trucs, Richard Orlinski et ces trucs. Moi, j'étais très content de me faire défoncer, d'être comparé à Jeff Koons, tu vois, continuer à faire des articles comme ça. Donc après, faut prendre la mesure des choses. Et puis aujourd'hui, je serais peut-être embêté, même si ces gens-là, aujourd'hui, de ce milieu-là, venaient m'adouber, parce que je perdrais mon fonds de commerce, parce que mon fonds de commerce, en fait, c'est d'être le rebelle et puis de me faire défoncer par ces gens-là. Ce que j'allais te demander, ouais, est-ce que finalement... Donc moi, je suis très bien comme ça, quoi. Donc moi, j'ai pas de souci. Après, des fois, ça dérange un peu. Je suis blacklisté encore dans plein de salons, de grands hauts de l'art contemporain, mais bon, limite, voilà, quoi. Ça me fait perdre du chiffre d'affaires. On va dire, voilà, c'est tout. Après, en termes de reconnaissance, j'ai envie de dire, tu vois, moi, ma vraie reconnaissance, là, hier, il y a mon fils qui m'envoie une chanson, il y a un rappeur qui me dit, qui cite mon nom dans un truc de rap et tout. Je préfère 10 fois ça, je trouve que c'est une meilleure reconnaissance que d'être à la FIAC. J'en ai rien à foutre d'être à la FIAC. Oui, sachant que, en l'occurrence, il y a quand même un grand nombre d'artistes, aussi au niveau international qui t'adoubent, qui achètent en France, à l'étranger. Complètement. Je l'ai pas précisé, mais tu fais partie donc alors c'est pareil, dans ces articles, il y a des débats, mais en tout cas des artistes français les plus vendus dans le monde. Hein. Peut-être, ouais.
Et ça, c'est aujourd'hui, tu dis peut-être, mais c'est pas pour toi quelque chose de, en fait, cette forme de reconnaissance, parce que finalement, le côté populaire de l'artiste contemporain, en effet, rien que le fait de te présenter comme ça détonne. C'est-à-dire que, en effet, on va souvent chercher les artistes rares et pas populaires. Le principe de, entre guillemets, j'ai envie de dire, en tout cas, de tout ce qui se passe en back-office dans l'art, c'est dire, il faut un nombre de séries très très limité, il faut pas en faire trop, il faut pas machin, il faut les vendre très cher, il faut machin. Oui, mais ça, c'est en train de changer. Tous ces mecs-là qui font ça, aujourd'hui, ils sont en train de me copier. C'est très drôle. On en parlait en réalité, mes partenaires, les galeries avec lesquelles je travaille, ils font plus d'argent que les galeries traditionnelles. Et aujourd'hui, ils sont sidérés. J'avais une discussion avec un de mes partenaires la semaine dernière qui me disait: Richard, vous vous rendez compte, le monde est en train de changer parce que tous ces gens qui faisaient de l'institutionnel, ils commencent à faire des multiples et parce qu'il faut qu'ils vendent et parce que ça marche pas, ils commencent à calquer les modèles que nous on a mis en place. Et quand on annonce les chiffres d'affaires, pas de mes galeries, mais de mes galeries où j'expose, qui sont multi-artistes, ils font beaucoup plus de chiffres c'est qui touchent plus de gens, qui sont plus là. Alors c'est un petit million, etc. Ils ont des critiqués. Mes galeries sont critiquées dans les articles aussi, parce qu'ils disent que c'est pas de l'art, que c'est commercial, etc. Mais qu'est-ce qui est commercial? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le but? C'est de plaire. Donc qu'il y ait une émotion, que si une œuvre elle plaît, moi je vois une œuvre elle me plaît, je m'en fous qu'il a fait l'œuvre. Si ça me porte une émotion, ah non mais ça c'est un artiste commercial, je m'en fous, moi, je veux dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui est important, c'est de donner de l'émotion aux gens. Alors, si on est après codifié et qu'on doit rentrer dans des codes et dans je sais pas, une espèce de nomenclature édictée par une élite bien pensante, c'est encore autre chose. Moi, je pense que ces gens-là qui sont critiqués, parce que ce qui est terrible dans ces articles-là, c'est qu'ils critiquent pas moi. Ils critiquent aussi les gens qui sont mes collectionneurs et qui représentent beaucoup de gens. Donc, ils se mettent à dos quand même des gens. Je pas envie de parler de chiffres, mais on va dire que j'en sais rien. Moi, si on parle en millions, on parle d'un 1 million de personnes, parce que moi, je vais parler de mon compte Instagram, j'ai 1 million de personnes qui me suivent, mais c'est vrai que c'est 1 million de personnes ils disent donc c'est 1 million de connards, quoi, en gros, qui sont, et que eux, qui ont la science infuse, ils sont 15, 20 ou 30. Donc, quelque part, il y a aussi un côté assez défiance, assez irrespectueux, etc. Alors que moi, je suis irrespectueux de rien. Je trouve que tout le monde, on a le droit, chacun, d'aimer ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Mais tu peux pas cracher sur un pourcentage très important de la population. C'est comme certains ou animateurs télé ou acteurs qui leur font de commerce, et c'est le populaire, c'est etc. Bah oui, mais les gens c'est des blaireaux. Bah non, c'est pas des blaireaux. Il y a un moment, je pense qu'il y a une forme de respect à avoir par rapport aux gens avec lesquels, et par rapport à l'être humain en général, par rapport aux gens. Pour comprendre, parce que comment tu es arrivé là et comment en fait ce succès est venu, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu transformes ta vie d'entrepreneur à ce moment de cette rupture où tu sors de ta voiture, où t'étouffes et où voilà, comment tu deviens Richard O que tu es aujourd'hui. Alors, c'est un chemin, j'ai bien compris, qui avait été engagé bien avant, mais à quel moment tu te fais connaître? Quels sont les points de rupture? Comment tu commences en fait? Comment tu fais tes premiers? Où est-ce que sortent tes premières œuvres? En réalité, c'est un process qui est très simple. Alors ça, c'est aussi dans le livre. Oui, mais tout le monde l'a pas lu, c'est pour ça que je te oui, demande. mais alors donne le nom. Je le donne, je mettrai le lien. 19,90 €, voilà. Chez Lafon, Michel Lafon, pas Robert. Pourquoi j'ai cassé les codes. Et je l'ai mis d'ailleurs gratuitement, je crois, sur ma page Instagram en lecture gratuite. Mais sinon, si vous voulez l'acheter, c'est avec plaisir. Je mettrai ça, je mettrai le lien évidemment vers It's a joke, a private joke. J'attends pas après ce podcast pour vendre mes livres. Et c'est plutôt non, c'est pas l'idée. Mais non, mais c'est très simple. Moi, j'ai pas de processus particulier. C'est que juste j'ai essayé de créer. J'ai mis beaucoup de temps pour créer ma première œuvre qui est un crocodile, 2 ans. Et après avoir créé cette première œuvre, eh bien, je l'ai diffusée. Voilà, j'étais un peu malin dans le sens où j'ai fait du dumping. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le dumping, j'ai vendu mes œuvres d'art moins cher que mon prix de revient. Ça a beaucoup plu. Et donc après c'est parti comme ça, quoi. Mais ta première œuvre, tu l'as vendue à quel âge? Au moment où j'ai arrêté, à 36 ans. Donc directement. En galerie. Les crocodiles, tu les as vendus en galerie en quelques semaines, en quelques jours. Ah oui, c'est très rapide, parce que le truc était sympa, ça plaisait, et c'était pas cher.
C'est-à-dire que, donc, du coup. Cette fois-ci, t'as pas eu de galère comme au moment de ta première carrière d'acteur, quoi. Non, bah, maman, oui, mais j'avais l'expérience aussi, donc j'ai ça, de pratiquer du dumping, fallait y penser. Voilà, j'avais un tout petit cerveau et puis l'expérience du commerce aussi. Donc quelque part, je me suis dit, faire de la com, ça coûte très cher, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Comment faire Donc ça valait combien à cette époque-là 900, je crois, 900 euros, 990 euros, un truc dans ce genre-là, ou 800 ou 900, enfin dans ces eaux-là. Et pour tes crocos? Ouais. Qui était très grand déjà. Ouais, il faisait 1m10, donc c'était déjà une belle pièce. À 900 balles, c'était pas cher. Et puis de super qualité, j'avais travaillé dessus, les mous, les essais, enfin on avait fait beaucoup de choses. Et puis j'étais en galerie, donc je savais que je voulais être dans un hôtel particulier, donc j'ai eu l'hôtel que je voulais, au bout de la cheminée. J'avais créé mon espèce de truc idée. Bon, enfin ça n'a pas été du premier coup, c'est-à-dire que je me suis fait jeter d'abord des galeries qui m'ont dit que, je le raconte dans le livre, et ça c'est une anecdotique, mais c'est assez drôle à raconter. C'est que quand j'étais voir ce galériste, il m'a dit ouais c'est super machin, donc j'étais introduit par un pote qui me dit tiens va voir ce mec là. Il me dit mais c'est génial, mais comme toi t'es pas un artiste, t'es pas connu, ça marchera pas. Donc moi je trouve que la sculpture est top, on va la faire signer par un artiste connu. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je suis resté un peu con, quoi. Je me suis dit, attends, en plus, bon, j'investis parce que contrairement à la peinture, la sculpture coûte très cher. Faut faire des moules, c'est un vrai investissement de départ. C'est pas comme une peinture, tu prends des bombes ou des pinceaux et ça coûte rien, une toile. La sculpture coûte très cher. Il y a le moule, le master, les tirages. Elles sont faites en quoi tes premières sculptures? En résine, mais résine. ça coûte quand même très très cher. Faut fabriquer bon, il y a tout un processus qui coûte beaucoup d'argent. Et donc, il me dit ça, donc ça n'a pas été si simple que ça. Donc du coup, j'ai réfléchi, ça m'a un peu scotché quelque part. Je me dis, ah, ouais, d'accord. Après, je me dis, peut-être il a raison, donc je suis pas connu, ça marchera pas. Donc on va prendre un artiste connu, on va lui faire reprendre tes œuvres et puis. Ah non, prendre mes œuvres, il les signe et toi, on fait un deal commercial, et toi, tu gagnes des sous parce que ça va très bien se vendre. Et j'ai pas voulu, j'ai décidé finalement de lancer moi-même les œuvres. J'ai trouvé un galeriste qui m'a fait confiance et puis il vogue la galère. Puis la première semaine, je crois qu'on a vendu 20. Donc voilà. Donc du coup, c'est parti comme ça. Puis après, ma force, je pense, a été de ne pas surfer pendant des années sur la même sculpture, comme font beaucoup d'artistes, parce que dans l'ordre des choses classiques, tu sors quelque chose et puis l'année d'après t'en sors une autre et tout. Moi j'ai tout de suite changé, voulu explorer d'autres univers et donc j'ai fait beaucoup. Et aujourd'hui ce qui fonctionne beaucoup aujourd'hui avec moi, c'est que j'ai créé une espèce de dépendance avec des nouveautés, un peu comme des collections de prêt-à-porter où j'ai à chaque fois, et donc ce qui est très drôle parce que je crée beaucoup plus de sculptures différentes que n'importe quel sculpteur dans le monde. Mais pourtant, les gens me disent, ah, c'est quand, il y a quoi comme nouveauté? Je dis, bah, je sais pas, on vient de sortir un truc hier. Donc, j'ai tellement habitué les gens à des nouveautés qu'ils veulent tout le temps de la nouveauté. Ça me fait même les galéristes, ils me disent, alors, il y a quoi comme nouveauté? Je dis, je sais pas, trouve-moi un artiste qui fait autant de nouveautés que j'en fais. Ça n'existe pas. Parce que soit dans la forme, là, je vois, on appelle plein de belles sculptures en acier, j'imagine. ça, c'est du bronze. En bronze. Ça, c'est de l'inox. Puis après, je travaille d'autres matériaux. Et donc, qui sont des manières de représenter des sculptures que tu faisais déjà potentiellement, mais avec d'autres matériaux, c'est ça? Non, je faisais ça, c'est très compliqué, c'est des formats jourés. J'ai cette pièce, l'origine de la forme originale date d'un petit moment, mais là, cette déclinaison entièrement faite, entièrement soudée, découpée, fondue, etc., c'est un travail qui a une vraie évolution dans le travail, quoi. Et donc, comme chez tout artiste, tout ça est numéroté à chaque fois, documenté, certifié, etc., etc. Tout oui, et non pas tout. Par exemple, j'ai lancé un e-shop là récemment où on fait de l'art accessible, comme j'ai fait suite au partenariat que j'ai fait avec Disney, avec Pac-Man, enfin avec d'autres, avec Namco Bandai. Je fais des œuvres aussi qui sont signées mais non numérotées. Et donc là, du coup, qui permettent de rendre l'art accessible. Je suis critiqué beaucoup pour ça aussi. Hein. Oui, alors que finalement. Sauf que pour 100 balles ou là avec Mickey pour 60 balles et avec moi avec mes sculptures pour 150 balles, tu t'achètes une pièce de qualité. Mais voilà. c'est finalement très proche de ce que fait Yellow Corner quand tu prends ça. Sauf que toi tu fais sur ton e-shop à toi, mais eux, ils sont multicartes. Mais ouais, si tu veux. Ouais, c'est un peu différent. Moi je fais que mes produits à moi, ouais, effectivement. Et en effet, oui, rendre l'art et le populaire, c'est critiqué, en tout cas en particulier dans la sculpture. Je veux dire, ça existe ailleurs. Tu parlais des séries ou du cinéma ou de la musique. Moi, mes collectionneurs qui achètent des pièces à plusieurs millions d'euros, ça les dérange pas et ils achètent aussi des pièces à 100 balles. Et alors, comment est-ce que, parce que tout ça, tu nous le racontes, ça a l'air quand même hyper simple. Tu vois, moi, je me dis, si demain je me mets à faire des pièces,
Oui, je te vois, mais quand je t'écoute, en tout cas, ça a l'air hyper simple. Ouais, mais toi, t'es pas Richard Orlinski. T'as dit ton nom là. Ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce qui a fait la différence C'est moi, parce que je suis une star, un génie. Non, la différence, c'est que j'ai construit cette carrière. C'est pas faute du jour au lendemain. Si aujourd'hui j'arrive à vendre des sculptures de super qualité à moindre prix pour rendre l'art accessible, c'est parce que j'ai travaillé pendant des années pour développer la notoriété, développer ma relation avec le public, développer tout cet univers en fait. Je pense pas que j'aurais commencé à l'époque où on parlait il y a pas plus tard que 2 secondes ou 5 minutes, j'aurais dit tiens voilà, je vais me lancer, je vais faire des figurines ou je vais faire n'importe quoi, ça aurait pas marché. Il y a un travail qui a été fait avec la relation, ce que j'ai développé et mon développement 360, la musique, la musique, j'ai fait des crossovers entre la musique et l'art, entre le théâtre et l'art, entre l'automobile et l'art, entre le sport et l'art, j'ai marqué quand même mon empreinte à la télévision aujourd'hui. T'as plein de plateaux où j'ai mis mes sculptures. Ça aussi c'est critiqué. Chez Arthur, sur VTEB, j'ai le Kong, j'ai mis chez Cyril, j'ai mis pour les Miss France des chevaux, partout. Enfin, il y a à chaque fois qu'il y a un prétexte à mettre quelque chose pour les Energy Music Awards, sur Soprano, sur Marina Kaye, j'en sais rien, sur moult artistes ou sur des films. Le dernier film de Michael Youn, il y a des sculptures à moi. Dans le dernier Kev Adams aussi, dans des films américains avec Kate Beckinsale, pareil, La Chambre d'enfer avec Stallone. Enfin, j'essaye d'être en tout cas rentré vraiment dans cette culture populaire et de participer à quelque chose d'un petit peu différent qui fait que j'ai quand même habitué, j'ai créé quelque chose d'un petit peu nouveau, quoi. Okay. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, c'est un travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de boulot, je travaille beaucoup et contrairement à ce que je faisais avant, je bosse beaucoup plus que j'ai pu bosser dans la première partie de ma vie. 2 points là-dessus. Je reviens sur cet article finalement qui peut-être sur les te plaît, cet article, bah oui, parce que il y a des choses qui sont intéressantes. Je notais, mais quand je vois finalement et je t'entends dire tout ça, il y a 30% de Jeff Koons, un entrepreneur avant tout. T'es encore un entrepreneur, toi? Mais de toute façon, je pense que aujourd'hui, n'importe quel artiste, s'il veut fonctionner, il faut qu'il soit entrepreneur. Ça n'existe pas un artiste qui n'est pas entrepreneur. Koons, c'est un entrepreneur, mais aujourd'hui, si tu ne sais pas te vendre, comment les gens peuvent te voir, comment tu peux réaliser des projets. Donc ceux qui te disent qu'ils sont artistes et pas entrepreneurs, c'est pas vrai. C'est une manière de se vendre. S'ils disent ça, c'est juste une manière de se vendre. Évidemment. Mais tu crois que les mecs qui aujourd'hui qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires et qui vendent l'étoile, etc., qui sont juste reclus dans un atelier en train de dormir et qu'on leur apporte à manger avec du pain et qu'ils font, non. Je veux dire, il y a un moment, il a fallu rencontrer même les institutionnels. Il a fallu rencontrer des ministres. Il a fallu faire partie de l'entre-gens d'une cour. Même à l'époque de François Ier, les artistes. Enfin, ça a toujours existé. Rodin, pareil. Tu crois que Rodin, oui, ok, mais Rodin, d'abord, il faisait pas, c'est pas lui qui faisait ses bronzes, il avait son fondeur. Je suis allé au musée Rodin il y a 2 semaines. Voilà. Ils expliquent bien, voilà. les exigences qu'il a eues pour se mesurer. C'est un mec particulier, c'est un mec qui se tapait plein de gonzesses, ses modèles, ses machins. Enfin, c'est des gens qui ont eu des vies, qui ont eu une aura, et qui ont su, bien évidemment, en profiter. C'était des stars de l'époque. C'était Johnny Hallyday de l'époque, Rodin. Donc, on peut pas dire que tu peux pas, voilà, tu véhicules quelque chose, t'es forcément entrepreneur, en tout cas, faut savoir te vendre. Les seuls qui sont pas vendus, oui, un mec comme Van Gogh, oui, je suis d'accord, était reconnu après sa mort, oui, Vincent Van Gogh. Il a fait 800 toiles dans sa vie, il en a vendu une seule et encore l'équivalent de 50 centimes d'euros. Donc, oui, mais lui, il a été reconnu post-mortem, mais pas de sa faute, parce qu'effectivement, il a pas su se vendre, tout simplement, voilà. Donc, c'est un vrai exemple. Et c'est l'un des autres points qui m'intéresse dans tout ça, mais on le voit, l'ami des stars et de la communication, c'est ce qui est mis en avant sur pas mal de choses. Ça, c'est une manière de te vendre aussi. Sont des... Ça a pu aider. Après, moi, je suis ami avec tout le monde. Après, forcément, ce qui est plus visible, c'est quoi? C'est les gens qui sont le plus exposés médiatiquement. Mais moi, je peux être copain avec un peintre en bâtiment, avec un coureur automobile, avec une star de je sais pas quoi, mais avec un médecin, avec n'importe qui. J'ai pas de priorité, etc. Mais forcément, qu'est-ce que tu vas voir? Ce qui est le plus visible. Bon, effectivement, j'ai plein de stars dans mes potes, mais j'ai plein de gens tout à fait tradis. Mais ceux qui vont le plus se voir dans les photos, c'est sûr que si t'arrives avec le boulanger du coin, voir un film ou sur un photocall ou dans la rue ou sur je ne sais pas trop quoi, personne va utiliser la photo et tu ne sauras pas. Par contre, si t'es avec Georges Clooney, oui, c'est sûr que tu vas être en photo avec Georges Clooney. Pote avec Georges Clooney? Je l'aime, oui, ça il est sympa. Non, mais je veux dire,
Voilà, donc si tu veux, c'est plus ça en fait. Mais je suis copain avec tout le monde. Après, bien sûr, ça a certainement contribué au mythe. C'est sûr que quand je reçois Cardi B dans ma galerie la semaine dernière, je dis pas que ça me fait pas du buzz et que les gens me disent pas et que les gosses, c'était un Cardi B, Orlinski, oui, ou je te parlais tout à l'heure des rappeurs qui citent mes noms dans les chansons, etc. Ce qui me touche beaucoup plus quand un rappeur parle de moi dans une chanson, je trouve ça beaucoup plus touchant que plein d'autres reconnaissances parce que je suis dans l'urbain, parce que j'aime l'urbain, parce que Tu rentres dans la création d'un autre aussi, c'est intéressant ça. oui. Et beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mecs que je reçois parce que je suis abonné à l'Argus de la Presse, à Lucky, là, depuis des années. Ça coûte très cher, d'ailleurs. Mais, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont multipliés. Et d'ailleurs, parfois, je comprends pas. Mais il parle pas de moi, l'article. Et en fait, parfois, il y a même des références. Alors, évidemment, dès qu'il y a ton nom, c'est marqué. Et, il a créé des styles et des chaussures style Orlinski. Il a fait un truc donc c'est drôle. Aujourd'hui, tu sens vraiment que t'es rentré dans la conscience collective. Quand la dernière fois, je vois, question pour, c'était avec Le Pers, c'était que Julien Le Pers, avant qu'il y ait le nouveau, je crois. Et je sais plus, un jeu télévisé, qui suis-je, machin, etc., qui cite ton nom, c'est drôle. Avec Nagui, une question, les quatre, Nagui, c'est la midi et demi, il y avait une émission, c'est marrant, c'était, comment ça s'appelle, tout le monde veut prendre sa place. Je vais pas pouvoir t'aider. Tout le monde veut prendre sa place. Et donc, tu as des questionnaires. Orlinski, il a fait un truc pour David Guetta, il a fait un truc pour machin, ou il a fait un truc pour... C'est rigolo de rentrer dans l'inconscient collectif et dans cette mémoire populaire. Et je suis 10 fois plus fan de ça que d'autres connaissances ou d'avoir reçu une médaille par je ne sais trop quel musée. J'en ai rien à foutre, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'intéresse, c'est de vivre avec mon temps. Et d'ailleurs, la plupart des gens en ont rien à foutre. La plupart des gens, ce qui les intéresse, c'est plus d'être, voilà, ce que je suis et l'accessibilité. Et je le vois au théâtre encore quand je suis sur scène. Là, lundi, j'étais sur scène. Bah, les gens qui viennent, qui sont contents, ils te montrent ce qu'ils ont fait, l'expérience, enfin, qu'il y a cet échange et ce partage. En tout cas, pour moi, c'est plus valorisant et plus grisant que d'avoir 50 médailles ou je ne sais trop quoi. Bien que j'ai pas de problème de médaille parce que j'ai pas de problème non plus avec le monde politique. Je travaille beaucoup avec des communes dans toute la France. C'est un petit milieu parisien que je sais même pas qui c'est. En fait, je les connais même pas. En plus, ce qui est drôle, c'est que les gens parlent de moi, je sais même pas qui c'est. Je connais même ni leur nom, ni à quoi ils ressemblent, ni qui c'est. Donc, c'est ça qui est très drôle. J'ai des ennemis invisibles. T'as un côté finalement, en effet, très rebelle, comme tu le dis, mais aussi un peu révolté, du coup. Non, pourquoi révolté? Je sais pas, on sent que c'est non, bien parce que toujours sur ces personnes. Oui, mais parce que c'est pour le joke, c'est parce que je remets un petit peu de... Voilà, je suis dans le débat. Mais en vrai, je t'en parle parce que on est en entretien, enfin, on débat là-dessus, mais en réalité, ça occupe pas une seconde d'un mois pour moi. J'en parle parce que... Et parce que c'est juste pour expliquer aux gens, pour qu'ils comprennent un petit peu le pourquoi du comment. Mais franchement, j'y pense jamais, quoi. Mais peut-être que t'aurais pas ça, enfin, c'est aussi une belle manière d'exister contre un courant existant, finalement. J'ai envie de te dire, franchement, et c'est peut-être méchant ce que je vais dire, j'ai l'impression que ce courant n'existe de moins en moins, il existe presque plus, ce courant. Et c'est malheureux à dire. Et c'est encore une fois, la conversation que j'ai eue qui était très intéressante la semaine dernière avec mon galeriste, on se rend compte que ce courant est en train d'être un peu annihilé. Parce qu'à un moment, tu sais, tu peux pas te battre contre l'évidence. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme tous les grands créateurs qui sont mis à travailler avec Zara, H&M. Mais c'est ça l'avenir, c'est de l'amener. T'imagines, il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait dit, il y a, je sais pas, Lagerfeld, il va faire une collection pour Zara. Je veux dire, c'est un blasphème. Si. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, si tu veux, il y a tellement un renouveau par rapport à ça que toutes ces évidences, le monde commence un peu à changer et que je dis pas que je serai adoubé, que ça changera jamais, mais en plus, ce qui est drôle, c'est quand je reparle d'art, mais je dis, moi, on veut pas de moi, mais en réalité, c'est pas de moi qu'on veut. C'est que quand tu penses à tous ces salons dont je t'ai parlé, t'as 500 artistes français qui n'ont pas le droit d'y être. Alors moi, parce que c'est moi, mais les portes sont bloquées pour tellement d'artistes, et des artistes parfois très connus. Donc, j'étais la dernière fois c'est un exemple, j'ai eu au téléphone la semaine dernière la fille de Philippe Berry, le frère de Richard Berry, qui est décédé. Je les connaissais pas, je les ai jamais rencontrés, etc. On a exposé par hasard qui est un artiste mais lui qui a été bloqué toute sa vie, qui a jamais été dans un grand salon, etc. Qui est un artiste qui fait des bronzes, qui fait des trucs. On aime ou on n'aime pas, mais qui est un artiste qui est à Pignon, qui est dans des galeries, etc. Et elle me parlait de ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Elle me disait, elle veut créer une fondation pour aider les jeunes artistes, etc. Parce que c'est très compliqué en France, les artistes. Et elle me dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, écoute, pourquoi pas? C'est vrai que c'est une idée aussi qui me trotte dans la tête de faire une fondation, parce que moi, je fais déjà de l'incubateur de talent. Et je lui dis, mais donc, typiquement, je lui dis, oui, puis en fait, il y a pas que moi, il y en a plein, en fait, des comme ça, des exemples, il y en a des centaines. Alors, évidemment, on est un peu centré quand c'est soi, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très répandu, quoi, voilà.
Je suis pas du tout victime. Je suis pas Non, je le sens le bien. petit canard. Je fais pas Cosette. Hein. Non, Et au contraire, moi, j'en tire une force. Donc, je suis mal placé pour me plaindre. Non, mais je cherche à voir comment tu vis avec ça et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce que je vis très bien avec ça. Je vois ça. Ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est cette évolution, notamment entre, tu vois, Lagerfeld, Zara, etc. C'est peut-être cet avant-gardisme que tu peux avoir, parce que évidemment, de prime abord, quand on prépare tout ça et que je comprends, tu en as parlé tout à l'heure, que tu veux populariser l'art, le rendre accessible au plus grand nombre, etc. En effet, ça paraît, en tout cas par rapport à l'art moderne, l'art contemporain, assez à contre-courant des 40 dernières années, mais c'est peut-être les 10, 15, 20 prochaines ou actuelles qui sont... Pas forcément, parce qu'Andy Warhol, il voulait faire la même chose. Hein. C'était son idée. Après, ça a pris des valeurs pas possibles, mais lui, il avait pas décidé il avait pas décidé que ces toiles en multiples sur 250 exemplaires, ça vaille 100 000 euros ou 200 000 euros. C'était pas le but. À la base, quand c'était vendu, c'était quelques centaines d'euros. Donc bon, c'était victime. Ils ont été victimes de ce qu'il a créé. Donc il a pas voulu non plus. C'est un publiciste. Il voulait faire de l'art populaire. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu aller vers ça. Et puis moi, je me suis juste cantonné effectivement à développer tout ça, mais j'ai aussi toute une frange de collectionneurs qui a des sculptures qui achètent des sculptures qui valent très cher, etc. Donc il y en a pour tout le monde. J'ai pas pour autant, je suis pas consacré qu'à l'art populaire. Je suis consacré je fais des pièces pour toutes les bourses avec toutes les matériaux différents. Si je fais une pièce en or ou en diamant, bah c'est le prix de l'or et du diamant, je vais pas pouvoir la vendre à 100 euros, quoi. Donc c'est un peu logique. Je suis en train de me faire broquer, hein, je vous préviens, mais parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y en a une que j'adorais. Il m'a dit il me suffit de m'envoyer sur mon IBAN. Exactement. Et puis là il l'a montré en disant des sculptures qui valent très cher. Donc si je comprends bien, c'est là voilà. Oui, non mais c'est vrai, mais en plus, mais j'essaie de garder quelque chose. C'est intéressant. On vient sans le vouloir, tu vois. Parfois c'est assez malin et judicieux. Un truc intéressant par rapport à ma manière justement, dans une question que tu m'as pas posée, c'est j'essaie d'avoir une cohérence. Non mais c'est important, une cohérence entre le prix de mes œuvres. Ouais. Donc elles intègrent le coût matière et le coût du travail, et c'est assez cohérent d'une certaine réalité. C'est pas déconnecté d'une réalité économique. C'est pour ça que même parfois ils disaient il y a eu des bulles dans l'œuvre d'art qui ont explosé, dans l'art de marché de l'art qui ont explosé. Moi je suis pas tellement concerné parce qu'aujourd'hui c'est le prix du travail plus le prix de la valeur plus un peu une petite cote, mais mes œuvres, j'aurais pu les faire valoir 10, 100, 50 fois plus cher. En réalité, j'essaie de coller une réalité. Et j'ai dérangé aussi le petit milieu de l'art. Alors là, c'est un peu drôle. Même j'y reviens, mais là, c'est plus par rapport à ce que je viens de dire. C'est qu'à un moment, j'ai une clientèle aussi de fortunés étrangers, saoudiens, russes, etc., qui en est un peu marre de se faire plomber par des galéristes qui leur vendent une pomme ou un citron et 7 millions d'euros. Et ce qu'ils aiment bien chez moi et pourquoi c'est un marché que j'ai récupéré, pas que j'ai pas récupéré, qu'en tout cas j'ai séduit un certain marché. Ils me le disent. Moi, j'ai des collectionneurs qui me disent, moi, j'en ai marre de me faire entuber par des donneurs d'opinion qui disent, faut acheter ça valeur de l'art. Et c'est, je sais pas, moi, j'ai un copain qui a vu un copain qui on lui a fait acheter une femme morte, une vieille morte allongée par terre. Donc quand tu rentres dans le salon, t'as une vieille qui est morte et tout, et ça coûte des millions et des millions de dollars. Et bien ces gens-là, on est un peu marre, et quand je leur fais un ours de 5 mètres de haut et que il y a un rapport que les gens ils arrivent chez eux, ils disent waouh, avec un effet, que ça l'émotion, les enfants, et que ils ont le truc et qu'ils ont l'impression d'avoir pour leur argent, ils ont dépensé de l'argent en fonction de ce que coûte le matériau et du travail, etc. C'est cohérent, il y a quelque chose qui se passe, et donc voilà, et donc il y a des corrections qui se font quand même, et voilà, et en plus s'il y a une petite cote en plus, tant mieux. Ça vaut combien Plus de 100 000 euros. D'accord, je vous le prendrai en photo, mais c'est vrai que c'est superbe. Et je connais pas le prix, mais c'est plus de 100 000. Ouais. Je sais, voilà. Et l'intérêt de cette question était aussi que je pense que beaucoup d'artistes n'auraient pas répondu à cette question. C'est ce qui est intéressant, tu vois. Toi, je veux dire, chez beaucoup d'artistes, on ne parle pas d'argent, tu vois. Ah oui, moi je suis on très aurait juste libre. répondu, je ne sais pas, tu vois. Non, moi je sais pas exactement le montant. Je sais que ça coûte plus de 100 000 euros. Voilà. D'accord. Mais moi je réponds. Moi j'ai pas de problème avec l'argent. Ouais, mais je vois ça. Voilà. C'est intéressant. Le one-man show, parce qu'en fait, on aurait pu passer quand même 2 heures sur le one-man show. C'est quand même un trip, je veux dire, dans une vie. Un one-man show, tu t'es produit devant des milliers de personnes.
Ça sort d'où cette idée en fait Le tête One de Man Show, Kong? bah, en fait, ça sort d'où si on refait pas le flashback, mais tout ce qu'on vient de se dire, je t'ai dit au début que je voulais effectivement, bah, j'avais des velléités à devenir comédien, artiste, monter sur scène. En fait, j'ai fait des petites interventions, des petits guests dans d'autres spectacles d'humoristes ou de potes, etc. Et un jour, on sort d'un guest qu'on fait comme ça, et il y a Laurent Baffy avec moi sur le truc, et ils ont eu l'idée, c'est Laurent qui a eu l'idée de faire un spectacle sur l'art. Et on a fait un premier spectacle sur l'art ensemble. Je m'y suis pas retrouvé vraiment. On a travaillé dessus. On a fait une première. On a joué ce spectacle qui s'appelait pas Tête de Kong. Et Tête de Kong, hein, ouais, K-O-N-G. ouais, K-O-N-G. Oui, pas Tête de con. Mais Oui, bon, non, mais ça aurait pu être aussi. Bah, c'est fait exprès. Il y avait un petit. J'imagine. Merci. Voilà. Et Lui, ensuite. il me prend vraiment pour un Kong, mais. Ouais, pour un Kong, exactement. Et ensuite, si tu veux, on devait jouer, je pense, je sais pas, de quelques mois après. On m'a proposé, il y a Kev Adams qui m'a invité sur un de ses festivals en guest pour faire une partie de un extrait du spectacle, et on s'est rendu compte qu'il y avait rien d'exportable parce qu'il y avait une espèce de suite logique. C'était monté ce spectacle un peu comme une pièce de théâtre, et donc on pouvait pas extraire un morceau, on n'aurait pas compris. Donc je me suis fait écrire un autre sketch par d'autres auteurs. Et bon, j'ai eu l'expérience que j'ai eue, et c'est un four complet parce que je parle au public de Kev, et moi le mec qui m'a écrit ça, il faisait des blagues sur les problèmes d'érection ou sur je ne sais trop quoi, etc. Donc c'était complètement hors sujet. Donc je me suis pris un four le jour de la première représentation. Le deuxième, Kev Pardon, juste, t'avais quel âge? Oh, mais c'est pas longtemps, ça fait 3 ans. Ça fait quoi de prendre un four quand t'es Richard O et que t'es hyper connu et que tu fais tout ça? Non, mais ça blesse pas ton ego? Non, parce que je suis tellement nouveau, et ils sont tous de ma gueule. T'avais Farid, t'avais que des stars du truc, ils m'ont dit putain, t'as des couilles quand même. Moi, la première fois que je suis monté devant 3 4 personnes. Toi, tu viens devant 900 personnes et tu te démontes pas, quoi. Donc quelque part, c'est une expérience. On m'a dit bon, j'ai vu que c'était un four, j'ai réagi comme j'ai pu. Lendemain, Kev et je sais plus, il y avait John Leja, Bambi, tout ça, qui m'ont dit bon, attends, il faut qu'on écrive un truc pour le lendemain. Sauf qu'on écrit une demi-heure avant de monter sur scène, on m'écrit un autre texte. Donc t'imagines bien que bon, je sais pas, moi c'est pas mon métier. Donc la mémoire, donc je suis complètement planté, et du coup je me suis trouvé face. Deuxième four? Non, parce que justement je me suis retrouvé en position de danger, j'ai tout perdu. Donc du coup il a dit faut te démerder, et j'ai dû me démerder, d'improviser. J'ai dû improviser et là me sortir de mon truc, et là zapper tout ce que, et donc trouver des espèces d'articles comme un compte à 900 personnes. Il faut trouver une solution. T'as eu un blackout? Ok, je pouvais pas assimiler un texte de 10 minutes qui venait. Mais t'aurais pu prendre celui d'hier, il était trop. Je me rappelais plus. Après, il fallait un sens. Tu peux plus. C'est le bordel complet. Surtout que c'est pas mon métier. Oui, mais donc c'est quand même une forme de blackout. T'es arrivé devant un micro, tu savais pas ce que t'allais dire. J'ai commencé, puis après j'ai merdé puisque je mélangeais le texte d'avant, et après je me suis rattrapé comme j'ai pu. Il y a des gens qui ont commencé à rigoler, et j'ai senti ma première émotion et mon premier rapport avec le public, avec des gens dans la salle, etc. Et à la fin, en sortant de ça, je me suis dit, ok, c'était pas ouf évidemment, mais putain, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et là, j'ai pris conscience que j'ai envie de faire. Donc, je suis rentré, et on en a parlé avec Lolo, et on a réécrit Laurent Baffy, ouais. On en a réécrit le texte en one man show. On a zappé le côté, parce que dans mon premier spectacle que j'ai fait avec Laurent, on était 4. J'avais moi plus des espèces de faux spectateurs, comme il fait Laurent beaucoup, faux spectateurs, collègues de travail. Enfin, c'était plus monté comme une pièce de théâtre finalement sur l'art. Et du coup, là, j'ai dit non, ça me va pas. J'ai réécrit, on a fait appel aux autres auteurs, et avec Lolo, avec Laurent, on a refait quelque chose qui me correspondait plus, qui était un vrai one. Et donc 100 personnes, tout seul, sur scène. Et du coup, je me retrouvais, ça me correspondait plus. Moi, je me sentais beaucoup mieux là-dedans. Et c'est ça qu'on a lancé, qui a fonctionné. Enfin, qui a fonctionné. On a quand même rempli des salles, oui, donc ça a fonctionné. En fait, c'est assez drôle parce que, tu vois, j'essaye de te faire parler sur le comment depuis tout à l'heure, et c'est pas toujours facile. On sent que. Mais comment quoi? Mais sur le comment t'arrives à faire tout ça, etc. Là, tu m'en parles un petit peu, mais moi, ce qui m'impressionne en fait dans tout ça, c'est qu'après toutes ces vies, t'as eu envie de te lancer dans ce nouveau truc. Enfin, c'est quand même encore autre chose que tu vois, moi, je compare par exemple ce podcast. Il y a un truc un peu bizarre dans ce podcast. Quand je m'écoute, là, tu vois, je bafouille sur mes questions, je fais mes trucs, je me réécoute, je me dis putain, vraiment. C'est parce que tu prépares pas ton travail, c'est différent ça. C'est pas vrai. T'es vraiment un salaud. Oui. Mais j'ai un nouveau métier qui est public, etc. Et
paradoxalement, tu vois, enfin, en parallèle, je travaille sur d'autres choses où je vais voir ce matin mes clients, ça reste entre nous, etc., etc. Là, j'ai mes parents, ma maman, mon papa, les choses, je t'embrasse maman, et voilà. Et quand on arrive, comme toi, devant 800, 900 personnes, c'est quand même vertigineux. Quand tu te prends un four, finalement, 2 jours d'affilée, parce que le deuxième jour, tu dis, j'ai eu 2 petites émotions, mais en fait, c'était un four. Oui. Comment t'expliques que tu as envie de te relancer dans un truc comme ça alors que tu as déjà une bonne street cred ailleurs et que finalement tu as toutes les chances de te planter Parce que c'est le challenge moi qui m'excite. Tu sais, Jérémy Ferrari, il est venu ici, il m'a dit mais t'es fou. J'avais déjà fait ma tournée. Non, je sais pas si j'avais commencé la province. On était en train de signer l'Olympia. Et je sais pas si j'avais déjà commencé maintenant. Je sais plus, j'ai oublié, mais enfin bref. Et Jérémy Ferrari, il me dit, mais t'es complètement malade. Genre, tu peux pas faire le truc, tu vas te faire défoncer à l'Olympia parce que ils vont dire le mec il arrive, il s'est payé l'Olympia, nanana, machin, etc. Et moi ça m'a encore plus excité quand il m'a dit ça. Il m'a dit, il a essayé de me convaincre en fait de pas faire l'Olympia. Il dit moi je lance des artistes, voilà typiquement là. Regarde, ça fait 4 ans qu'on bosse, on est salle pleine là, mais l'Olympia on va pas le faire maintenant, nanana. Et finalement, moi, ça m'a encore sorti, ça m'excite. C'est les challenges qui m'excitent, en fait. Quand on me dit que c'est pas possible, moi, ça m'excite de le faire. Faut pas me dire que c'est pas possible, en fait. Voilà. Donc, moi, je suis un compétiteur. Moi, j'ai été sportif, j'ai été champion de France de course en vitesse, j'ai été champion de France de longueur. J'ai fait plus jeune, mais j'ai toujours été compétiteur. J'ai fait du foot, j'en fais encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui aime, je fais le tennis, je fais le tournoi des célébrités de Roland Garros. Je suis quelqu'un qui aime le gain, qui aime pas gagner, se battre, le combat. J'aime la compétition, voilà. Donc voilà, c'est plus pour répondre à ça. Et puis ça me plaît. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que peut-être que si j'avais pas eu cette deuxième expérience four, comme tu dis, où j'ai eu 0 émotion, je me dis oh putain, c'est la galère, c'est quoi, je suis nul, c'est pourri et tout. Non, mais j'ai eu de la chance d'avoir une autre humoriste qui m'a donné confiance, s'appelle Caroline Vigneault, qui m'a dit écoute non mais vas-y, ton truc, fais ça, machin, etc. et tout, qui était super bienveillante et qui m'a beaucoup aidé dans mon premier spectacle. D'ailleurs, je la remercie beaucoup parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai continué d'ailleurs. Écoute tous ces podcasts, Caroline. Ah bah tant mieux. C'est un peu grâce à elle que j'ai continué d'ailleurs, parce qu'elle m'a donné des trucs, elle m'a expliqué, elle m'a dit vas-y, fais ci, fais ça, et on a bossé sur le début du spectacle avec elle. Et donc, ça a été vraiment une grande aide. Elle m'a donné confiance, justement. Et si j'avais pas eu toutes ces émotions, cette présence de Caroline à ce moment-là, quand je suis monté sur scène, la deuxième fois, toutes ces émotions que j'ai reçues, et ce que j'ai reçu du public. Quand on reçoit quelque chose du public, c'est tellement plus puissant que tout, qu'on peut pas dire non, tu veux pas. Au contraire, c'est ça qui m'a donné l'envie de continuer, parce que ça a pas de prix. Ce qu'on reçoit, je l'ai eu en musique, parce que je suis DJ aussi, et que j'ai des sons qui ont cartonné. J'ai eu mon premier titre a été disque d'or. Je sais même pas, je l'ai su il y a un mois, que mon titre de 2016 a été disque d'or en 2017. Ma maison de disque ne m'avait pas prévenu. Donc je l'ai su il y a... T'as même pas le disque d'or affiché dans tes chiottes, quoi. Non, je viens de le commander maintenant parce que 3 ans après, j'ai su 3 ans après. Ils abusent. 3 ans après, mais j'ai su en regardant tout seul. Parce qu'on me l'a dit, mais tu sais, on est en train avec mon partenaire John Maman de la musique, chanteur, compositeur, auteur, tout ce que tu veux, qui a la carrière qu'on connaît. Et il me dit, il faudrait qu'on commande des disques d'or pour meubler le studio. Et il me dit regarde, peut-être que dans ton truc, peut-être que dans toi ton titre, et je dis non, j'aurais su, j'avais été disque d'or. Et donc on est certifié Snap et tout, donc là on va l'avoir. C'est quoi disque d'or, c'est combien? C'est 15 millions. C'est un mélange. Maintenant que c'est un mélange de stream et de je sais pas quoi, mais avant, alors oui, c'est plus le disque, mais enfin en 2016 c'était déjà. Je crois que ça correspond à 15 millions de. Enfin, il y a un 15 millions de streams, je pense. Et donc. Et donc, pourquoi je te parle de ça? J'ai oublié le truc. Tu me parles, on passe du fait d'être one man show ah oui, et de l'expérience. Ouais. L'expérience que j'avais déjà dans la musique. J'ai fait grâce à ce titre. J'ai quand même fait tous les Zéniths de France. J'ai fait Bercy. DJing, hein, du coup, ouais. J'ai fait Bercy avec mon équipe, mes danseurs. Enfin, j'ai fait des. Dans quel contexte? C'est pas un concert Orlinski, non, c'était des plateaux multi-artistes. Mais j'ai fait avec Virgin typiquement, j'ai fait les comment ça s'appelle ça, j'ai oublié maintenant parce que je suis un peu décalé, mais on va ressortir un titre là. Mais j'ai fait donc tous les gros plateaux Virgin Energy, enfin mais c'est des vrais shows, des shows complets. Donc j'ai fait des shows seuls aussi. J'ai fait la foire du vin de Colmar, j'ai fait Agadir 200 000 personnes quand même au sein de la tolérance. Donc t'as des vraies émotions. Mais ce que tu reçois en émotion dans la musique, c'est fou. Mais quand t'es sur scène et que t'as les gens, c'est encore plus fou parce que t'as un contact humain qui est quand même différent encore. Comment tu organises ta vie? Parce que je veux dire, beaucoup de gens qui font
un one-man show, one-woman show, ils ne font que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça leur prend toute la vie et ils répètent, et ils écrivent, et ils changent et machin, etc. Toi, tu gères des boîtes, sculptes, crées de la musique, écris des bouquins. Je veux dire, Je répète aussi, hein. tu répètes, mais comment, enfin, c'est fait comment? C'est des phases, c'est pendant un mois, tu es sur le one-man show, pendant un mois, tu es sur autre Non, chose. je mélange. Le matin, tu fais ça, l'après-midi, tu fais ça. C'est totalement freestyle. C'est freestyle complet. Alors après, bon, j'ai metteur en scène qui me casse la tête, qui me casse les couilles même. Big up, Jean-Pierre, si tu m'entends. Et qui me dit, faut répéter, t'es en retard, voilà. Donc j'ai une pression et une organisation. Tu dois répéter, venir avec Bien lui, sûr. le faire plein de Les fois, pilages, plein les de fois. machins, Ouais. enfin, voilà, de la mise en scène, enfin, il y a plein de choses à faire. Donc je le fais. Et puis c'est un avantage en vérité, ça, parce que moi, je vois tous mes potes humoristes, artistes, machin, etc. Ils montent sur scène. Donc ils ont le trac, l'angoisse, etc. Et puis après, ils sortent sur scène, ils ont la redesse. On l'a aussi. Et La quoi ? la redescente, tu sais, après, D'accord, ouais. ils ont la redescente du truc parce que c'est dans l'émotion. Et puis, et le lendemain, ils sont focus sur leur truc. Moi, l'avantage, c'est que j'ai tellement de trucs dans ma tête que j'ai pas le temps de m'angoisser ou à me prendre la tête. Donc, j'ai pas le côté un peu, j'ai pas le côté, souvent, tu sais, les artistes ou les acteurs, ils vivent des trucs et puis des fois, tu dis qu'ils sont un peu barjots parce qu'ils sont tellement pris par leurs émotions, c'est que leurs émotions submergent et prennent le dessus sur la raison. Moi, je suis tellement comme ancré dans ce monde par rapport à tout ce que je fais que quelque part, j'arrive à sauter d'un monde à l'autre. Donc, je suis quand même très, très atypique. Et c'est un inconvénient ou un avantage, mais j'ai une manière de vivre les choses de manière différente, en tout cas, que quelqu'un qui fait ça tout le temps. Voilà. C'est quoi la prochaine, le prochain là dont tu ne m'as pas parlé, dont personne n'est au courant? Je sais pas, qu'est-ce que tu me proposes? Je sais pas, faut que tu lances un podcast avec plein d'artistes, quoi. Alors là, déjà, bon, il y a The Artist Academy, donc tu vois, tu proposes aujourd'hui, tu proposes quoi dans des cours, une masterclass de podcast, de podcast, ça c'est moi qui vais faire ça, une masterclass artistique. C'est pourquoi? C'est pour de la créativité? Créativité, c'est on propose un projet artistique et on propose à quelqu'un de devenir artiste avec un projet, un cursus, une évolution. On choisit un thème et puis on évolue. Puis je leur parle un peu de mes expériences, je donne des conseils, je transmets de la transmission. Ouais, donc un apprentissage comme toutes les masterclass, finalement, tu vas sur masterclass. Complètement, theartistacademy.fr et merci Evelyne d'ailleurs qui nous a mis en relation. Evelyne, alors, ouais, Evelyne, on bravo, t'embrasse. Evelyne. Ouais, bravo. Et allez dans la masterclass, hein, parce que ça défonce tout. et merci pour ton soutien sur plein de choses, Evelyne. Et ouais, donc je sais pas, t'as d'autres envies en tête de ouf parce que ta vie est encore longue là. Je veux dire, finalement t'as pas fait grand chose. T'as pas fait grand chose dans ta vie. Non, Richard. j'ai pas fait grand chose. Non, écoute, j'ai plein d'idées. Bon, j'ai envie de te dire que on est un petit peu handicapé avec le Covid là, donc c'est vrai que ça a quand même mis un vrai coup de frein à beaucoup de projets qui étaient en cours. J'ai un projet sur Netflix où j'ai été suivi pendant près de 2 mois avec un cadreur et on va encore tourner des images pour faire donc un doc sur moi. J'ai des projets dans le cinéma, j'ai encore un projet d'un autre bouquin. Enfin, j'ai plein d'autres choses qui m'intéressent que je n'ai pas encore faites. Mais la scène, de repartir sur un projet. J'ai un projet très ambitieux sur la scène, mais encore une fois, avec toutes ces histoires, tout était un peu avorté. J'ai beaucoup de choses qui ont été avortées, en fait, il y a plein de projets qui étaient en train de se mettre en place et qui ont été complètement avortés. C'est sûr que la scène, ça va être compliqué. Ça va te donner le temps à Jean-Pierre de te faire... Exactement, t'as bien retenu son nom. Mais non, mais c'est vrai. Donc mais disons que je manque pas effectivement d'idées, en tout cas, et puis on me propose beaucoup de choses. Ouais, tout à fait clair. J'étais chroniqueur radio aussi l'année dernière, sur Sud Radio. Enfin, mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement de changer, trouver des nouveaux angles, des choses et puis de faire peut-être des trucs un peu nouveaux puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant. Donc la musique aussi, ça me plaît beaucoup, donc continue aussi. J'ai un titre qui va sortir bientôt. Pour ça, le confinement, c'est très bien, la musique. Enfin, C'est bien, oui et non. C'est bien pour bosser, mais par contre pour sortir, il y a pas de club qui joue les titres. Donc pas de club, pas de concert. Oui, donc c'est un peu compliqué. C'est du digital, ouais, c'est une autre. Donc mais au moins pour composer, quoi. Pour composer. Ça, c'est pas ça qui manque. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on sait pas quand sortir les trucs parce que les gens, même les pauvres, le cinéma, les films qui sortent maintenant, ils se viandent complètement. C'est terrible. Donc on est quand même un peu sinistré. Donc voilà. Et c'est tous ces métiers un peu sinistrés, moi, qui me parlent le plus. Voilà.
J'ai quelques dernières questions, après je te laisse. Quelques, ça veut dire 2. Non, ouais, 2-3. Si, est-ce que tu as des routines déjà personnelles? Des routines. Des routines. Yeah, French routine. Les routines, non. C'est quoi une routine? Je sais pas, est-ce que tu fais du sport tous les jours? Est-ce que Je fais du sport, pas tous les jours. Là, tu vois, avant de venir, j'étais au sport. Je fais de la muscu, pour m'entretenir surtout. Je fais du foot quand je peux. Ben bon, à mon âge, on se blesse beaucoup, donc c'est ennuyeux. Mais j'aime beaucoup. Je fais du tennis, bon, voilà, pour le sport, effectivement. Et après, des routines, non. Méditation. Non, j'aimerais bien. Il faudrait que j'en fasse, mais j'ai du mal avec tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que ça serait bien pour moi. Ça me calmerait un petit peu. Ça serait pas mal. Canaliser certaines choses. Canaliser ses énergies. Tu lis? Je lis peu, j'ai pas le temps. Est-ce que tu aurais un bouquin quand même à me recommander Oui, Pourquoi j'ai cassé les codes. C'est un très très bon bouquin, il s'appelle, là je vois son nom, il s'appelle Richard Orlinski, Lafond. Ouais, il est sympa paraît-il ce type-là. Ouais. Je sais pas, enfin un peu relou, mais bon, ça passe quoi. Un peu Andy Warhol, un peu... Il se la pète un peu. Un peu Jeff Koons, un peu Dali. Oui, il se la pète un peu. Mais tu vois, la question que je t'ai pas posée, dont il parle là-dedans, c'est quand ils disent 10% Salvador Dali. Pourquoi pour les moustaches? Que 10%, non. Un bringue mégalo, point d'interrogation. T'es un bringue mégalo, toi, ou pas? Non, je crois pas. Non? Non. Mégalo, non. C'est marrant parce que ça, c'est le truc de mon spectacle. Mais mégalo, non, je crois pas être mégalo. Mégalo, qu'est-ce que c'est? Non, franchement, c'est pas un truc. Non. Je crois que mégalo, c'est une espèce de maladie, quand même, quelque part, d'avoir besoin de. Non, je crois pas. Je me sers de tous les projets qui pourraient paraître mégalos pour augmenter la notoriété, pour pouvoir accéder à d'autres choses derrière, pour pouvoir juste faire du populaire, etc. Mais mégalomanie, non. Comment est-ce que tu Tant progresses? mieux d'ailleurs. Comment je progresse? Je progresse tous les jours, chaque minute, en me remettant en question sans arrêt. Tu te remets en question? Tout le temps. C'est sur tout. Ma grande force aujourd'hui, et c'est ce que j'apprends, j'essaie de transmettre à mes enfants ou aux gens qui ont bien envie de m'écouter, c'est que si tu apprends à te remettre en question, ben, tu peux que progresser. Ça veut dire que tu doutes aussi? Bien sûr, de toute façon, si on ne doute pas, on n'est pas humain. C'est cartésien un peu. Je pense donc je suis, je doute donc je pense donc je suis. Si tu avais l'occasion de murmurer à l'oreille de Richard O. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, à ce moment où tu foires tous tes castings ou alors en tout cas où tu te fais dégager last minute au moment de l'essayage, qu'est-ce que tu lui dirais à Richard? Rien, parce que je pense qu'on vit les expériences et que si on les a vécues, c'est qu'on doit les vivre et qu'on peut pas les revivre, qu'on n'a pas de baguette magique et que si on en arrive là où on en est aujourd'hui, ben voilà. Après, si effectivement tu veux faire de la vraie magie, bah tu changes à ce moment tout le destin de tout le monde, de la fin dans le monde, donc après tu pars en live et ça n'existe pas. C'est complètement utopique. Et donc je pense que je suis pas utopique, je suis terre à terre. Et comme je sais que c'est pas possible, ben non, je dirais rien du tout. J'ai fait continue ce que tu as fait, vis tes expériences et même les échecs et même tout ce que je retrouve qui a été mal dans ma vie, bah encore une fois, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc je peux pas cracher sur quelque chose qui m'amène à ce que je suis. Je crois que on porte une croix, on porte quelque chose en soi, il faut la porter jusqu'à la fin et il faut l'assumer. Je pense que le mieux c'est de l'assumer, de dire si j'avais non, enfin je crois qu'il faut c'est compliqué hein parce que bien on se dit si j'avais oui, tu te rends compte, j'aurais fait ça, oui, c'est vrai. Alors peut-être que ça peut être le seul truc qu'on peut se dire peut-être, c'est que servir de ces expériences passées ou ces échecs passés pour pas recommencer, peut-être ça, oui, peut-être c'est un truc intéressant de se dire ça, dire bah tiens, regarde ce que j'ai fait ça, mais maintenant du coup regarde la prochaine fois, ne le fais pas pareil. Peut-être ça, oui, tirer des leçons de ces expériences, peut-être plus ça que de redire à l'oreille quelque chose. T'es une vraie boule d'énergie pour tes proches, les gens de ton entourage. Comment on peut vivre avec Richard O, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que t'arrêtes pas, tu machin. Donc avec eux, t'es pareil, t'es ultra. Non, bah quand je suis occupé, oui, mais sinon, moi, comme je l'ai dit au début, je suis très proche de mes enfants. On a une vie qui est et on essaie de faire beaucoup d'émulation, beaucoup d'osmose, beaucoup d'énergie aussi. Mais bon, j'ai mes enfants qui ont aussi beaucoup d'énergie eux-mêmes. Ils sont pour la plupart artistes aussi, donc on a une espèce de on est un peu dans la même veine, dans la même énergie. Après, je sais aussi me calmer, je sais aussi être posé. Je suis quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, bien ancré, très terre à terre. Donc je suis quand même, voilà, je suis pas fou, quoi. Je suis pas quelqu'un avec une folie, avec
Je suis pas un vrai artiste, voilà. Enfin, peut-être que les gens se l'imaginent, l'artiste un peu avec ses problèmes, avec ses phases, avec ses addictions, etc. Je suis plutôt fou dans les paroles ou dans ce que j'ai envie de faire, etc. Mais plutôt assez sage dans ce qu'on peut imaginer, en tout cas. Pragmatique, terre à terre, voilà. Mais ce qui t'empêche pas d'avoir une veine artistique, je crois qu'on peut pas te le retirer. Ouais, complètement. Mais je suis d'accord. Mais j'ai quand même ce pilier, ce côté quand même très conscient, lucide, raisonné. Voilà. Donc c'est un double personnage, mais l'un équilibre l'autre, quoi. On te suit sur Insta, Merci, bientôt sur TikTok. Il paraît que vous allez tourner demain des trucs pour TikTok. Ouais, c'est TikTok, des réels sur Thriller, sur tous les nouveaux réseaux. Moi, je suis fan de tous ces trucs qui y sont, donc je suis à fond sur tous les réseaux. Sur LinkedIn un peu. Shanna m'a dit qu'elle allait le travailler, donc voilà. Ouais, je suis bon, pas. Alors je vais devoir. Je sais pas faire en fait. Tu me permets, je vais devoir dévoiler ton nom. Tu l'as glissé un moment, peut-être que certains l'ont entendu, mais donc on cherche Richard Orlinski, hein, voilà. ORLINSKI. Voilà. Et puis normalement on te trouve. On peut te contacter par le biais de ton site internet si on veut. Et puis tu as une boutique, un e-shop, hein, donc voilà. Boutique en ligne. Ouais. Voilà. Et puis si jamais vous voulez acheter l'œuvre que je vous mettrai en photo derrière, vous passez par moi, comme ça comme ça tu tu gagnes des sous. Je négocie. Il est fort. Et je ferai moi-même mon propre e-shop pour ces. Sinon, on a des galeries Orlinski à travers le monde et en France aussi qui sont 100% Orlinski, dont une en face de l'Élysée, 68 rue du Faubourg Saint-Honoré par exemple, Courchevel, Saint-Tropez, Mexico, Miami, New York, voilà, des galeries 100% Orlinski. Tout est écrit sur ton site internet, on retrouve tout. J'imagine, j'en sais rien. Moi aussi j'imagine, mais je le dis quand même, parce que sinon ça veut dire qu'il est mal fait, puis à ce moment-là tu viendras me voir, et puis je t'aiderai. Merci beaucoup, c'est gentil. En échange de ton il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, n'oublie pas de faire la compte quand même. D'accord. Merci Richard, c'était super, j'ai passé un bon moment. Merci, moi aussi. Et je suis désolé, j'étais quand même un peu empêché de manger, mais t'as réussi quand même. Ouais, j'ai grignoté un petit peu quelques trucs. Il te reste des bouts de burger, des gâteaux. Moi, j'ai presque réussi à manger une sucette. T'as bien fait. Tu vois. Bravo. Félicitations. Ouais, merci. Congrats, comme on dit. Merci Richard Orlinski. Merci Evelyne d'avoir permis tout ça. Merci à vous d'être toujours là, épisode après épisode, de nous envoyer autant de messages sympas. Voilà, je vais pas vous saouler comme à chaque fin d'épisode. Profitez de vous, de vos proches, de la vie, et puis surtout lancez-vous quoi. Lancez-vous dans plein de choses, que ce soit de l'art, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit des choses avec vos proches, mais voilà, ne restez pas inactifs. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.